Mes parents ont refusé de financer mes études universitaires, affirmant que je ne ferais jamais rien d'un diplôme. Je ne valais rien à leurs yeux jusqu'à ce que je vaille des millions. Mais lorsqu'ils sont revenus pour réclamer la dette qu'ils croyaient que je leur devais, ils ignoraient que j'avais conservé tous les reçus et que j'étais prête à leur faire payer chacun d'eux avec une vérité qu'ils n'avaient jamais vue venir. Je m'appelle Chloé Reynolds, mais pendant 26 ans, j'ai été Chloé Blake, la fille défectueuse qui ne valait pas l'investissement d'un diplôme universitaire. Ce soir-là, je me tenais dans le couloir auxiliaire du conservatoire Lakeside, l'air épais de l'odeur de lys coûteux et de parfums encore plus chers. Le hall principal était une caverne scintillante de lustres en cristal et de marbre poli, résonnant des murmures polis de l'élite de Chicago. J'avais besoin d'un moment loin des lumières éblouissantes, un bref répit pour calmer ma respiration avant d'affronter les requins. Mon mari, Grayson, était allé nous chercher à boire, me laissant momentanément exposé. Ils n'ont pas mis longtemps à me trouver. Marjorie et Lilith se sont approchés comme une paire de félins élégants et prédateurs, leur robe de créateur scintillant à chaque pas. Marjorie, ma mère, portait une robe qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, son visage un masque de dédain pratiqué. Lilith, ma sœur cadette, était sa parfaite miniature, rayonnant de suffisance. Eh bien, regardez ce qui a échoué ici, a traîné Marjorie, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle qui dissimulait à peine le venin en dessous. Je ne pensais pas qu'il laissait les articles défectueux si près de l'événement principal. Lilith a gloussé. Un son sec et cassant. Défectueux. Ça rappelle des souvenirs, n'est-ce pas, Chloé? Tu te souviens quand papa disait ça? J'ai resserré ma prise sur ma petite pochette, le cuir lisse et frais contre mes paumes moites. J'avais anticipé cela, je m'y étais préparé. Pourtant, la piqûre de leurs paroles a réussi à trouver sa vieille marque. Je me suis redressé, les regardant droit dans les yeux. Le docteur Conrad Blake les a rejoints un instant plus tard, un verre de scotch à la main, ayant l'air du chirurgien distingué qu'il jouait en public. Il m'a jeté un coup d'œil, ses yeux glissant sur mon visage sans un frémissement de reconnaissance, une offense délibérée qui coupait plus profondément que n'importe quelle insulte. « Qui est-ce » a demandé Conrad, feignant l'ignorance avec l'aisance d'un acteur chevronné. « Juste une pique-assiette essayant d'apercevoir les vrais invités », a dit Marjorie avec dédain, agitant une main comme pour chasser une mouche agaçante. Flottant légèrement derrière eux se trouvait Miles Carrington IV, le fiancé de Lilith. Il avait l'air mal à l'aise, son regard allant de moi au reste de son groupe. Il y avait une lueur de quelque chose dans ses yeux, de la reconnaissance peut-être, ou de la confusion. Il a légèrement incliné la tête, comme s'il essayait de placer un visage d'un rêve à moitié oublié ou d'une photographie granuleuse dans un journal financier. « Vous me semblez familière », a hasardé Miles, sa voix hésitante. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Avant que je puisse répondre, une main chaude s'est posée au creux de mon dos. Grayson était revenu, sa présence m'ancrant instantanément. Il n'a pas regardé ma famille. Son attention était entièrement sur moi, un bouclier silencieux contre leurs assauts mesquins. « Désolé d'avoir mis si longtemps », a dit Grayson en me tendant une flûte d'eau pétillante. Le bar est bondé. Il s'est ensuite tourné vers les Blake, son sourire poli, mais dépourvu de toute chaleur réelle. « Bonsoir. Je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés. Je suis Grayson Val, et voici ma femme, Chloé Reynolds, PDG de l'Ugrid System. » Le silence qui est tombé sur leur petit groupe était absolu. C'était comme si Grayson avait lâché une bombe au milieu de leur conversation polie. À ce moment précis, les immenses écrans LED flanquant la scène principale ont défilé les principaux sponsors de l'événement. Le logo de l'Human Grid, une grille stylisée de lumière bleu vive, a clignoté sur les écrans, incroyablement grand et impossible à ignorer. Nous sponsorisions toute l'infrastructure technique du gala ce soir. Les yeux de Marjorie se sont écarquillés, allant de l'écran à moi. « PDG » a-t-elle ricané. Une tentative désespérée de reprendre le contrôle du récit. « Ne soyez pas ridicule. Cette fille a à peine terminé le lycée. » Ces mots sont restés en suspens dans l'air. Une tentative maladroite de me diminuer qui n'a fait que souligner leur propre négligence. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas laissé la vieille honte revenir. C'est exact, ai-je dit, ma voix stable et claire, portant facilement au-dessus du faible bourdonnement de la foule voisine. Je n'ai qu'un diplôme de lycée parce que mes parents ont refusé de débloquer mon fonds d'études. Ils m'ont dit que je n'aurais jamais besoin d'un diplôme. Conrad s'est étouffé avec son scotch, toussant violemment dans son poing. Lilith avait l'air furieuse,
son sang-froid parfait se fissurant. Sécurité, a sifflé Lilith, cherchant du regard un garde en uniforme. Sortez cette menteuse d'ici. Attendez, a interrompu Miles, sa voix plus nette maintenant, coupant court au simagrée de Lilith. Il s'est avancé, ignorant la main de Lilith qui tentait de le retenir. Vous êtes Chloé Reynolds, la Chloé Reynolds qui a fondé l'Ugrid. J'ai hoché la tête une fois. Oui. Grayson s'est légèrement penché, son ton conversationnel, mais teinté d'acier. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Miles. Je crois que Carrington Capital vient de signer un contrat de données de 12 millions de dollars avec l'entreprise de Chloé la semaine dernière. Nous étions très heureux de vous avoir à bord. La couleur a quitté le visage de Conrad. Il regardait de Miles à moi. La prise de conscience s'imposant à lui avec une clarté horrifiante. La fille défectueuse qu'il avait rejetée était maintenant un partenaire commercial majeur de la famille dans laquelle son autre fille allait se marier. Il a fait un demi-pas en arrière, cherchant une issue de secours. Mais Marjorie n'était pas du genre à battre en retraite si facilement. Mensonge, a craché Marjorie, sa voix montant dans les aigus, attirant des regards curieux des invités voisins. C'est une menteuse compulsive, elle l'a toujours été. Elle a probablement couché pour obtenir ce poste. J'ai senti Grayson se tendre à côté de moi, prêt à défendre mon honneur. Mais j'ai posé une main douce sur son bras. Je n'avais pas besoin qu'il mène cette bataille pour moi. Je la menais seul depuis 8 ans. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de scène. Au lieu de ça, j'ai tapoté nonchalamment l'écran de ma montre connectée, activant l'enregistreur vocal. Est-ce votre déclaration officielle, Marjorie, ai-je demandé, ma voix faussement calme. Que j'ai couché pour fonder une entreprise de technologie évaluée à plus d'un demi-milliard de dollars? Marjorie a ouvert la bouche pour lancer une autre tirade, mais Miles lui a attrapé le bras, sa prise visiblement ferme. Arrête, a ordonné Miles, sa voix basse et urgente. Arrête, Marjorie. Pourquoi devrais-je, a exigé Marjorie, essayant de se défaire de lui. Elle gâche la soirée de Lilith. C'est la PDG de l'entreprise dans laquelle nous venons d'investir massivement, a sifflé Miles, ses yeux balayant les alentours pour voir qui écoutait. As-tu la moindre idée de ce que tu fais? Conrad a semblé retrouver sa voix, bien qu'elle soit tremblante. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit en prenant une gorgée de mon eau pétillante. Vous avez clairement exprimé votre position il y a 8 ans. Je ne fais que répondre à vos attentes. Pas de diplôme. Vous vous souvenez? Lilith avait l'air sur le point d'exploser. Ce n'est pas juste. Tu étais censé être parti. Tu étais censé n'être rien. Je suis ce que vous avez fait de moi, ai-je répondu, ressentant un étrange calme m'envahir. Je me suis fait entièrement seul. Et contrairement au fonds fiduciaire que tu as vidé pour lancer ta petite ligne de mode, mes actifs sont réels. Lilith a eu le souffle coupé, sa main volant à sa bouche. Comment sais-tu ça? Je sais beaucoup de choses, ai-je dit énigmatiquement. Grayson a vérifié sa montre. Nous devrions aller à nos places, chérie. Le discours principal est sur le point de commencer. Nous nous sommes tournés pour partir, mais Marjorie ne pouvait pas laisser passer ça. Elle s'est légèrement élancée en avant, son visage déformé par la méchanceté. Tu te crois si spéciale, a-t-elle ricané. Tu seras toujours cette petite fille pathétique qui pleure dans le couloir parce que maman et papa ne l'aimaient pas assez pour lui payer ses études. Je me suis arrêté et je me suis lentement retourné pour lui faire face. Le souvenir qu'elle a invoqué était douloureux, oui, une blessure à vif qui avait mis des années à cicatriser, mais il n'avait plus le pouvoir de me faire du mal. J'ai arrêté de pleurer il y a longtemps, mère, ai-je dit, le mot semblant étranger sur ma langue. Et tu as raison. Je n'avais pas besoin d'un diplôme. J'avais besoin d'une raison de me battre. Merci de me l'avoir donné. Nous sommes partis alors, les laissant dans le couloir, un tableau de choc et de rage impuissante. Je pouvais sentir leurs yeux sur mon dos, brûlant d'un mélange de haine et de peur nouvelle. Ils étaient venus ce soir en s'attendant à être les rois et les reines du bal, pour découvrir que le pion qu'ils avaient sacrifié était devenu la pièce la plus puissante de l'échiquier. En entrant dans le hall principal, les lumières éblouissantes ne semblaient plus si écrasantes. Je me sentais centré, concentré. L'enregistrement sur mon poignet continuait, capturant chaque seconde de leur venin, chaque mensonge, chaque aveu.
Il n'avait aucune idée qu'il venait de me donner la première preuve dont j'aurais besoin pour les enterrer. Grayson a serré ma main. Ça va? Mieux que ça, ai-je dit. Un sourire sincère touchant mes lèvres pour la première fois de la soirée. Je suis prête. Le gala s'est poursuivi autour de nous. Un tourbillon de discours, d'applaudissements et de verres qui tintent. Mais mon esprit était ailleurs, rejoignant la rencontre dans le couloir, analysant chaque mot, chaque réaction. Miles était le maillon faible. Il était un homme d'affaires d'abord, et la famille ensuite, surtout une famille qu'il n'avait même pas officiellement rejointe. Sa réaction en réalisant qui j'étais, le pivot immédiat vers la gestion de crise, m'a tout dit. Il se souciait de son investissement, de la réputation de Carrington Capital. Il ne laisserait pas les Blake l'entraîner dans leur chute s'ils pouvaient l'éviter. Conrad était un lâche. Il préférait laisser Marjorie faire le sale boulot pendant qu'il maintenait sa façade digne. Mais sa façade s'était fissurée ce soir. Il était terrifié par l'exposition publique, par tout ce qui pourrait ternir sa réputation de pilier de la communauté médicale. Et Marjorie et Lilith, elles étaient alimentées par une méchanceté pure et sans mélange. Elles ne supportaient pas l'idée que je réussisse sans elles, malgré elles. Leurs attaques étaient émotionnelles, imprudentes. Elles seraient les plus faciles à provoquer, les plus faciles à mener dans des pièges. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à ma montre. L'enregistrement tournait toujours. J'ai décidé de le laisser tourner pour le reste de la nuit. On ne sait jamais quelles autres pépites intéressantes on peut ramasser dans une pièce pleine de gens qui se croient intouchables. Plus tard, pendant le dîner, j'ai surpris Miles en train de me regarder de l'autre côté de la pièce. Il n'était pas assis avec Lilith et mes parents. Il était à une autre table, probablement avec ses propres associés. Quand nos regards se sont croisés, il n'a pas détourné les yeux immédiatement. Il a fait un signe de tête à peine perceptible, une reconnaissance silencieuse de la nouvelle réalité. Il savait. Il savait que, quel que soit le jeu que ma famille pensait jouer, les règles venaient de changer radicalement. Grayson s'est penché, sa voix basse dans mon oreille. Carrington est terrifié. Je peux le voir transpirer d'ici. Bien, ai-je murmuré en retour. Il devrait l'être. Penses-tu qu'ils savaient ce qu'ils t'ont fait? Je ne pense pas. Il semblait sincèrement surpris. Mais il le saura bientôt. Vas-tu le lui dire? Pas encore. Je le laisserai faire ses propres recherches. Ce sera plus efficace comme ça. Grayson a gloussé doucement. Tu es impitoyable, mon amour. Seulement quand il le faut. Les discours se sont poursuivis, remplis de platitudes autosatisfaites sur la charité et la communauté. C'était si creux. Ces gens jetaient de l'argent sur des causes pour se sentir mieux, pour acheter un vernis de moralité pour couvrir leurs pratiques commerciales impitoyables et leur vie personnelle dysfonctionnelle. Mes parents étaient l'incarnation de cette hypocrisie. Ils donneraient des milliers de dollars à une aile d'hôpital pour que leur nom soit sur une plaque, mais ne dépenseraient pas un centime pour éduquer leur propre fille parce que cela ne servait pas leur vanité immédiate. Au fil de la nuit, j'ai ressenti une anticipation croissante. Le procès qu'ils avaient menacé d'intenter approchait. Je pouvais le sentir dans la façon dont Marjorie me fusillait du regard. Dans les conversations désespérées et chuchotées que Conrad avait au téléphone dans un coin. Ils avaient besoin d'argent. Leur style de vie était un château de cartes, et ils commençaient à vaciller. Ils me voyaient comme un gain facile, un moyen de soutenir leur façade qui s'effritait pour un peu plus longtemps. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà 10 longueurs d'avance sur eux. Quand le gala s'est finalement terminé, nous nous sommes dirigés vers la sortie. Je m'attendais à une autre confrontation, mais les Blake n'étaient nulle part en vue. Ils avaient dû se faufiler plus tôt, désireux de se regrouper et de planifier leur prochain coup. Dehors, l'air nocturne de Chicago était vif et frais. Nous avons attendu notre voiture, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau sombre du lac voisin. Ça commence demain, n'est-ce pas? A demandé doucement Grayson. Ça a commencé il y a 8 ans, ai-je répondu. Demain, c'est juste quand ils découvriront qu'ils sont déjà en train de perdre. Notre voiture s'est arrêtée et Grayson m'a tenu la porte. En me glissant sur le siège en cuir moelleux, j'ai jeté un dernier regard au magnifique bâtiment derrière nous. C'était un monument à l'argent ancien, au pouvoir établi, au genre de personnes qui pensaient pouvoir jeter des êtres humains comme des produits défectueux. Je me suis détourné, regardant vers l'avant alors que la voiture s'engageait dans la circulation. Je n'étais plus cette petite fille effrayée. J'étais Chloé Reynolds,
PDG, survivante, et bientôt, leur pire cauchemar. L'enregistrement sur mon poignet a été sauvegardé, crypté et archivé sur 3 serveurs sécurisés distincts avant même que nous n'atteignions l'autoroute. Le jeu était lancé, et je venais de faire le premier coup. La confrontation au gala ne m'a pas seulement ébranlé. Elle a déchiré une couture dans le temps. Alors que la voiture filait silencieusement dans les rues de Chicago, la main de Grayson reposant tranquillement sur la mienne, je n'étais pas à l'arrière d'une berline de luxe. J'avais de nouveau 18 ans, debout près de la boîte aux lettres au bout de la longue allée bien entretenue de la maison de banlieue de mes parents. Je me souviens de la sensation de l'enveloppe. Elle était épaisse, lourde, importante. Université de Western Ridge. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber mes clés. J'avais postulé sans leur dire, en utilisant une dispense de frais que j'avais obtenue de mon conseiller d'orientation. J'ai couru à l'intérieur, mon cœur battant contre mes côtes, contournant le grand hall et me dirigeant directement vers la cuisine, où je savais que Marjorie serait en train de revoir les menus avec le personnel de maison. Elle et Conrad étaient là, assis à l'immense îlot de granit, l'air agacé. Je les avais interrompus. J'ai été accepté, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. J'ai tendu la lettre, le blason de l'université semblant briller. Western Ridge, le programme de système d'information. Marjorie n'a même pas regardé la lettre. Elle a pris une lente gorgée de son eau minérale. Ses yeux froids. Information ? Quel système, ai-je répété plus fort cette fois. Ordinateur, données. C'est ce pourquoi je suis doué. Marjorie a soupiré. Un son de profonde déception. Chloé, nous en avons discuté. Tu n'as pas besoin de ça. Un diplôme n'est qu'un bijou très cher pour une fille comme toi. C'est un accessoire. Et franchement, tu ne l'utiliseras jamais. Tu es destiné à gérer un foyer, à siéger dans des conseils d'administration de charité. Tu te marieras bien. C'est ça, ta carrière. Mais la lettre, ai-je dit, ma voix se brisant. C'est une bonne école. Mes grands-parents. Mes grands-parents m'ont laissé le fond d'éducation. Conrad a finalement levé les yeux de son journal, son expression celle de la patience paternelle, celle qu'il réservait aux patients difficiles, ou apparemment, aux filles difficiles. Il a fait glisser une enveloppe sur le comptoir. Ce n'était pas ma lettre d'acceptation. C'était un document épais, d'apparence juridique. Nous voulions justement discuter de ce fond, a-t-il dit, sa voix douce et rassurante. La voix d'un chirurgien expliquant une procédure simple. Il ne fait que dormir là, Chloé, il ne rapporte pas grand-chose. Nous devons le transférer dans une véritable fiducie d'investissement éducatif. Il a poussé les papiers vers moi avec un lourd stylo plaqué or. Signe juste ici, a-t-il dit. C'est une formalité. Ça déplace simplement l'actif dans un compte géré où nous pouvons le protéger, l'aider à croître. Nous le garderons en sécurité pour toi, pour quand tu en auras vraiment besoin. J'ai regardé Marjorie, qui se retournait déjà vers ses menus, lassée de la conversation. J'ai regardé mon père, l'homme que je croyais encore bêtement être de mon côté. Il souriait. Je pleurais. Je pleurais parce que ma mère venait de me dire que j'étais décorative et inutile, et mon père m'offrait ce qui semblait être une bouée de sauvetage. Il acceptait de protéger mon avenir. J'ai signé là où son doigt pointait. J'ai signé l'héritage de mes grands-parents d'une encre bleue humide et brouillonne, sans lire un seul mot du texte dense. Je n'ai pas vu la ligne qui lui transférait tout contrôle fiduciaire inconditionnellement. 3 semaines plus tard, je faisais mes valises. La dispute avait été silencieuse, brutale et courte. J'avais de nouveau évoqué l'université, demandant au sujet de la compte d'inscription. Oh, ça, avait dit Marjorie, agitant la main avec dédain alors qu'elle essayait un nouveau bracelet en diamant. On a utilisé cet argent. Utilisé, ai-je demandé, mon estomac se nouant. Que veux-tu dire par utiliser? C'est une fiducie d'éducation. C'était une restructuration familiale, a corrigé Conrad, ses yeux ne quittant pas la télévision. Nous avions besoin du capital pour lancer la nouvelle entreprise de Lilith. Lilith, ma sœur cadette, l'élue, avait décidé qu'elle voulait être créatrice de mode. Mais c'était mon argent, ai-je dit, les mots semblant secs et inutiles dans ma bouche. C'était 140 000 $. Ne sois pas dramatique, Chloé, a lancé Marjorie. C'est un actif familial, et nous, en tant que chef de famille, l'avons alloué à l'actif ayant le plus de potentiel.
Lilith va devenir une marque. Toi, tu allais le gaspiller en livres. J'ai regardé Conrad. Il a juste haussé les épaules. Impuissant. C'est fait, Chloé. L'investissement est fait. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je me suis simplement retourné, je suis monté dans ma chambre et j'ai sorti une valise du fond de mon placard. J'ai emballé mes vêtements, mon ordinateur portable cabossé et les quelques photos que j'avais de mes grands-parents. J'ai laissé tout le reste. Quand j'ai essayé de partir, Marjorie m'a arrêté à la porte. Où crois-tu aller, a-t-elle exigé. Loin. Si tu franchis cette porte, ne te donne pas la peine de revenir. Tu fais une scène pour rien. J'ai franchi cette porte. Je suis resté chez une amie une nuit. Quand je suis revenu le lendemain soir, pensant bêtement que je pourrais récupérer mes manuels scolaires et mon manteau d'hiver, ma clé n'a pas fonctionné. Ils avaient changé les serrures. Les avaient changées en moins de 24 heures. Je suis resté sur le porche de la maison où j'ai grandi, enfermé dehors avec rien d'autre qu'une valise et environ $200 sur mon compte courant. J'étais défectueuse, et j'avais été rappelée. Les années suivantes ont été un flou de désespoir et d'épuisement. J'ai trouvé un minuscule appartement sans fenêtre dans un mauvais quartier. Le genre d'endroit où l'on apprend à coincer une chaise sous la poignée de la porte la nuit. Mon travail était dans un café ouvert 24h24 près de l'autoroute. Je travaillais de nuit, de 23h à 7h. Mon monde s'est rétréci à l'odeur acide du café brûlé, au bourdonnement des néons et au visage des camionneurs et des infirmières de nuit. Quand mon service se terminait à 7h, je ne dormais pas. Je prenais un bus pour la bibliothèque publique. J'utilisais leurs ordinateurs, leurs bandes passantes, leur silence. J'ai appris à coder par moi-même. J'ai commencé avec Python, puis je suis passé à C++. J'ai appris l'architecture réseau grâce à des cours universitaires en ligne gratuits. J'ai raclé de l'argent pour les examens de certification. CompTIA, des qualifications de base en cloud, Cisco. Chaque notification de réussite était une petite victoire privée. Chaque échec signifiait simplement plus d'heures d'études, alimentées par la caféine et la rancune. Mon vœu sacré a été forgé dans cette bibliothèque, entouré de l'odeur de vieux papiers et de désinfectants. Mon seul regret, celui qui a suppuré comme une écharde, était de ne pas avoir gardé de copie. De ne pas avoir pris de photo du document que Conrad m'avait fait signer. Je n'avais aucune preuve, seulement le souvenir de la trahison. J'étais naïve. Je leur avais fait confiance. C'est alors, assise sur le sol froid en linoléum de cette bibliothèque, que je me suis fait une promesse. S'ils avaient un jour besoin de moi, j'exigerais le montant total. J'exigerais le principal et les intérêts, payés en totalité avec la seule monnaie qu'ils ne pouvaient pas contrefaire, la vérité. Ma première chance est venue d'une petite annonce sur un forum de technologie. La Tour Opaline, un hôtel de charme haut de gamme en ville, avait besoin de quelqu'un pour analyser les journaux de sécurité de leur Wi-Fi invité après une faille mineure. C'était un travail ingrat, quelque chose que leur coûteux sous-traitant informatique ne voulait pas prendre la peine de faire. Ils m'ont payé $900. Je suis resté dans leur salle de serveur pendant 3 jours, triant des milliers de lignes de données. C'était fastidieux, manuel et totalement inefficace. Je n'arrêtais pas de penser, il doit y avoir un meilleur moyen. Les schémas étaient là, cachés dans le bruit, mais impossible à voir sans un outil qui n'existait pas encore. Alors, sur mon vieil ordinateur portable cabossé, j'ai commencé à le construire. J'ai écrit un script, un simple morceau de code pour analyser, catégoriser et croiser les journaux de sécurité. Ce n'était pas une entreprise. Ce n'était même pas un produit. C'était juste un outil pour accélérer mon propre travail de freelance. Ce script a été la première graine de ce qui allait devenir l'Human Grid System. J'ai passé 1 an à le peaufiner, travaillant dans mon café pour payer le loyer, et prenant de petits contrats de freelance pour acheter du temps de serveur. J'ai construit une preuve de concept, un tableau de bord maladroit mais fonctionnel qui pouvait analyser les données de journaux d'une semaine en quelques minutes, pas en jours. J'ai rencontré Grayson lors d'un petit événement de présentation d'incubateur technologique. Je ne présentais même pas. J'étais là pour voir ce que faisaient les autres, espérant trouver un autre contrat. Il était juge, un jeune associé d'un fonds de boutique appelé Veille Méridian. Après l'événement principal, je l'ai acculé près de la station de Café Rassi. Je n'avais pas de présentation léchée. J'avais mon ordinateur portable, celui tenu ensemble avec du ruban adhésif.
J'ai ouvert la ligne de commande. Je lui ai montré le code. J'ai fait une démo en utilisant les données anonymisées du contrat de la tour Opaline. J'ai parlé pendant 10 minutes d'affilée, m'attendant à ce qu'il m'interrompe, qu'il rie. Il ne l'a pas fait. Il a juste regardé, son expression intense. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux une minute entière. Qui d'autre a vu ça, a-t-il demandé. Personne, ai-je dit. C'est juste mon outil. Il a fermé l'ordinateur portable. Je vous donnerai 50 000 $ pour 20% d'une entreprise que vous allez créer demain. Je l'ai fixé. Ça, a-t-il dit en montrant mon ordinateur portable, ce n'est pas un outil. C'est la fondation d'un empire de la cybersécurité de plusieurs milliards de dollars. Le chèque de Grayson a été le premier investissement que quelqu'un ait jamais fait en moi. Il n'a pas demandé où j'avais fait mes études. Il n'a pas demandé qui étaient mes parents. Il a vu le travail. Il a vu la logique. La voiture a ralenti, s'engageant dans le garage privé de notre immeuble. Le souvenir s'est estompé, laissant la douleur froide du présent. Ça va, a demandé Grayson, sa voix me ramenant à la réalité. J'ai détaché ma ceinture de sécurité. Oui, ai-je dit. J'allais plus que bien. J'étais armé. Mes parents avaient refusé de payer pour mon diplôme. Mais ils m'avaient donné une éducation. Ils m'avaient appris les contrats, la fraude, les petites lignes, et le coût dévastateur de la confiance aveugle. Ils pensaient que je n'utiliserais jamais un diplôme. Ils n'avaient aucune idée à quel point j'avais l'intention d'utiliser les leçons qu'ils m'avaient enseignées à la place. Le lendemain matin, le soleil a inondé notre pentouse, illuminant le calme stérile de notre salon. C'était un contraste frappant avec le chaos qui couvait dans ma poche. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, comme toujours, mais mon téléphone en charge sur la table de chevet vibrait déjà sans relâche. Je l'ai pris. Un déluge de messages textes anonymes. Ils étaient tous des variations sur le même thème. Profiteuse, fille indigne, tu leur dois tout, paie ta famille. Entremêlés se trouvaient des liens vers un blog nouvellement enregistré. Son premier article intitulé « La reine de la tech de Chicago abandonne ses parents malades ». Et là, mis en évidence dans l'article, se trouvait une photographie haute résolution de moi. C'était une photo d'un article de magazine d'architecture que nous avions fait il y a 6 mois, me montrant riant dans ce même pentouse, avec l'horizon scintillant de Chicago derrière moi. En dessous se trouvaient des photos granuleuses et pixelisées de la maison de mes parents, la même maison dont j'avais été exclu, avec une légende impliquant qu'ils faisaient face à une saisie. Grayson a bougé à côté de moi, sa voix épaisse de sommeil. Qu'est-ce que c'est? Ça a commencé, ai-je dit, ma voix plate. J'ai transféré le lien à Arya Park, la responsable des relations publiques de l'Human Grid. Avant même d'avoir terminé ma première tasse de café, ma ligne personnelle a sonné. C'était Dana Consinked, mon avocate. Dana n'était pas le genre d'avocate que l'on engage pour une contravention. C'était le genre que l'on engageait quand on avait besoin de démanteler un adversaire avec une précision chirurgicale. Ils ont déposé, a dit Dana, sa voix sèche. Pas de préambule. Dépôt à 7 heures du matin au palais de justice. Ils ont devancé le cycle de la presse. C'est un procès en responsabilité filiale. Responsabilité filiale. Des lois obscures encore en vigueur dans certains États qui pourraient théoriquement tenir les enfants adultes financièrement responsables de leurs parents indigents. Combien, ai-je demandé, me dirigeant vers les baies vitrées, regardant la ville se réveiller. 5 millions de $, a dit Dana. Ils prétendent être dans le dénuement, une grave difficulté médicale de la part de Conrad, une mauvaise gestion des fonds par un tiers, et une incapacité totale à subvenir à leurs besoins. Ils ont joint votre article sur le Penthouse comme pièce à conviction à, bien sûr qu'ils l'ont fait. C'était une manœuvre de relations publiques classique et bâclée. Ils essayaient de me peindre comme l'enfant ingrate vivant dans le luxe pendant que ses parents travailleurs souffraient. Ils voulaient me faire honte pour obtenir un règlement rapide. Ils m'avaient prise pour quelqu'un qui ressentait de la honte. Quelle est notre stratégie, ai-je demandé. Notre stratégie est le silence, a dit Dana. Vous ne dites rien. Vous ne répondez à rien. Vous êtes dans un lieu sûr et je suis votre seule voix. Je dépose une requête pour sceller le dossier, citant la vie privée et la nature très médiatisée de l'affaire, mais elle sera refusée. C'est censé être jugé dans la presse. Je comprends. Non, Chloé, écoutez-moi. Ils veulent que vous réagissiez.
Ils veulent que vous vous mettiez en colère et que vous publiez un démenti. Ils vous appâtent. Ne mordez pas, envoyez-moi tout ce que vous avez. Chaque email, chaque texto, chaque vieux souvenir. Laissez-moi monter le dossier. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de Ria. Profil bas, documentation élevée, a dit Ria, me devançant. J'ai déjà vu le blog. C'est amateur, mais c'est efficace. Nos communications internes se verrouillent maintenant. Personne chez l'Human Grid ne parle à personne. Point. J'arrive, ai-je dit. Réservez la salle de stratégie principale. Je veux une salle de guerre complète installée à mon arrivée. Grayson était déjà habillé, au téléphone avec son chef de la sécurité. Je veux une protection complète pour elle. Minimum 30 jours, a-t-il dit. 2 voitures, des équipes en rotation, et je veux une évaluation de la menace menée sur sa famille, y compris le fiancé de la sœur. Oui, Carrington. Il a raccroché et m'a regardé. Ils ne s'approcheront plus de toi. Ils n'ont pas besoin de s'approcher, ai-je dit en attachant mes cheveux. Ils ont déjà tiré le premier coup. À 8 heures du matin, la salle de guerre au siège de l'Human Grid était active. Les murs en verre de la salle de conférence étaient déjà couverts de tableaux blancs. Je me tenais à la tête de la table. Étaient présents Dana, Ria, Grayson et 2 de mes meilleurs analystes de données internes. Très bien, ai-je dit. Ce n'est pas un différend familial. C'est une manœuvre d'entreprise hostile, et nous la traiterons comme telle. Ria, quelle est la menace immédiate? Le sentiment du public, a-t-elle dit en tapotant sa tablette. Le récit de l'enfant riche abandonne ses parents et puissants. Les investisseurs s'inquiètent des fondateurs instables. Les employés sont distraits. Nous avons besoin d'une stratégie de réponse en 3 couches, juridique, personnel et investisseur. Juridiquement, Dana est notre bouclier, ai-je dit. Personnel, je veux qu'un email soit envoyé à toute l'entreprise dans les 10 prochaines minutes. Des choses standards. Nous sommes au courant d'une affaire juridique personnelle impliquant notre PDG. C'est une question familiale privée et cela n'affectera pas les opérations de l'entreprise. Toutes les demandes des médias doivent être acheminées au bureau de Ria. Personne, et je dis bien personne, ne commente. Déjà rédigé, a dit Ria. Bien. Investisseur. Grayson, toi et moi appellerons personnellement nos 5 principaux actionnaires. Nous serons brefs, factuels et confiants. Nous leur dirons que c'est un procès frivole et prédateur et qu'il est en cours de traitement. C'est alors que le visage de mon assistante est apparu sur l'écran vidéo de la pièce. Monsieur Carrington en ligne 1 pour vous, Madame Reynolds. Il dit que c'est urgent. J'ai hoché la tête. Mettez-le en communication. La voix de Miles Carrington était tendue. Chloé, je viens de voir le fil de presse. Je suis consterné. Êtes-vous, Miles? Ai-je demandé en gardant ma voix neutre. C'est un désastre. Nous étions censés annoncer le contrat de 12 millions de dollars lundi. Carrington Capital reporte le communiqué de presse, a-t-il dit. Une déclaration, pas une demande. Nous ne pouvons pas associer notre nom à ce cirque. Je comprends tout à fait, Miles, ai-je dit en regardant Ria griffonner une note et la glisser sur la table. Il teste. C'est une sage décision, ai-je continué. Nous croyons également à la minimisation de l'exposition publique lors de négociations sensibles. Nous reviendrons vers vous quand le bruit se calmera. Il y a eu une pause. Il s'attendait à ce que je plaide, que je le supplie de ne pas se retirer. D'accord, a-t-il dit, l'air déconcerté. Oui. Eh bien, nous sommes, bien sûr, toujours pleinement engagés dans le partenariat. C'est juste une question de timing. Bien sûr, Miles. Merci pour l'appel. J'ai déconnecté. Il est paniqué, ai-je dit. Il s'inquiète pour son argent, mais plus encore pour ce dans quoi Lilith l'a entraîné. Il sera un problème ou il sera un atout. Faisons un atout, a dit Dana. Maintenant, ce fonds d'éducation, vous n'avez aucune documentation? Aucune, ai-je admis. J'avais 18 ans. J'étais stupide. J'ai signé ce qu'il a mis devant moi. Alors nous le trouverons. Nous avons besoin d'une équipe de comptabilité forensique. Quelqu'un qui peut creuser dans des fiducies scellées et des comptes offshore.
Redline Forensic, a dit Grayson immédiatement. Ce sont les meilleurs. Ils ont trouvé 300 millions d'actifs cachés pour un de mes clients l'année dernière. Je vais passer l'appel. J'ai regardé le tableau blanc qui se remplissait de noms, de dates et de liens. Conrad, Marjorie, Lilith, Miles, Carrington Capital. Je me suis tourné vers mes analystes. Je veux qu'un ordre de préservation complète des données soit émis. Nous gelons tous les journaux internes, les emails et les dossiers financiers liés à ce gala, à nos sponsors, et à tous ceux qui mentionnent la famille Blake. Nous supposons que nous nous dirigeons vers une communication de pièces, et nous serons parfaitement, douloureusement organisés. L'équipe a hoché la tête, les doigts volant déjà sur les claviers. J'ai dessiné une chronologie sur le tableau principal. Elle commençait il y a 8 ans avec la signature du document et se terminait la nuit dernière. Nous devons savoir ce qu'il est advenu de ces 140 000 $, ai-je dit. Nous devons les tracer, et nous devons découvrir quelle est la difficulté médicale de Conrad. C'est un chirurgien. Ils ne font pas faillite à moins que. Il fait face à des poursuites pour faute professionnelle ou il fait l'objet d'une enquête pour quelque chose, a complété Dana. Trouvez-le, ai-je dit. Ria s'est éclairci la gorge. Chloé, les médias vont exiger une déclaration de ta part. Le blog est déjà repris par des sites de potins. Ils en auront une, ai-je dit. J'ai pris un marqueur et j'ai écrit sur le tableau en grosses lettres claires, ma règle d'or, celle qui m'avait fait passer d'un café à cette salle de conseil. Aucune réponse avec émotion, seulement une réponse avec des preuves. Ria, ai-je dit en me tournant vers elle, notre position publique officielle est la suivante, c'est une affaire familiale privée et douloureuse. Chloé ne commentera pas les détails du procès pour le moment. Nous sommes convaincus que lorsque les faits seront présentés, son intégrité et son caractère seront pleinement justifiés. Son attention reste, comme toujours, sur la direction de l'human grid et le service à ses clients. C'est bon, a dit Ria en tapant. C'est professionnel. C'est ennuyeux. Ils vont détester. Exactement, ai-je dit. Ils veulent une émission de télé-réalité. Nous leur donnons une déposition légale. L'équipe de Grayson était déjà en train d'installer un ordinateur portable sécurisé. Chloé, tu dois signer l'autorisation pour Redline. Ils se mettent en mouvement. J'ai signé le formulaire numérique, accordant à une équipe de comptables forensiques le plein pouvoir d'enquêter sur chaque recoin de la vie financière de ma famille. La pièce était silencieuse. Le seul son était le cliquetis des claviers. Nous n'étions plus sur la défensive. Nous construisions notre contre-offensive. Un nouveau message a retenti sur mon téléphone. Pas anonyme cette fois. C'était de Miles. J'ai besoin de vous parler seul. Pas en tant que fiancé de Lilith, mais en tant que votre partenaire commercial. J'ai montré le message à Dana. Une fissure dans l'armure, a-t-elle dit, un petit sourire sinistre sur son visage. Ou un piège. Quoi qu'il en soit, ai-je dit, j'y vais. Mais pas seul et pas selon ces termes. Fixez le rendez-vous, ai-je dit à mon assistante. Lieu neutre, et demandez à Jax de l'équipe de surveillance de Redline de le vérifier d'abord. La guerre avait commencé. Mes parents pensaient qu'ils tiraient un canon sur mon pantouse. Ils ne réalisaient pas que j'étais assise dans un sous-marin nucléaire, mes doigts sur les codes de lancement, armé de quelque chose qu'ils n'avaient jamais possédé, les faits. L'équipe de comptabilité forensique de Redline a agi plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Melissa Shore était leur comptable forensique principal, une femme qui semblait trouver un récit dans des chiffres que la plupart des gens manquaient en texte brut. Jax Romero était son homologue, un ancien détective de la cybercriminalité spécialisé dans la recherche des fantômes numériques des données que les gens pensaient avoir supprimées. Ils se sont installés dans une salle de données sécurisée attenante à notre salle de guerre. Étage 48 heures après avoir signé le contrat, ils m'ont appelé. Les murs en verre étaient couverts d'organigrammes et de chronologie. On l'a trouvé, a dit Melissa, sa voix dépourvue d'émotion. Elle a montré une ligne sur un relevé bancaire projeté. Le fonds d'éducation Reynolds, numéro de compte se terminant par 428. Mon souffle s'est coupé. C'était réel. Et ici, a-t-elle dit en cliquant, se trouve le principal et unique retrait majeur, un virement de 140 000 $. Elle a mis en évidence le compte de destination, un compte chèque personnel au nom de Lilith Blake. Mon estomac s'est noué. Une pierre froide et lourde. Ce n'était pas une restructuration familiale. Ce n'était pas un investissement.
C'était un transfert direct dans le portefeuille de ma sœur. Jacques s'est avancé, montrant la date. 3 jours après votre départ confirmé de la maison. Ils n'ont même pas attendu une semaine. Il a ensuite affiché un deuxième ensemble de documents sur un autre écran. Des factures. Votre sœur, a dit Jacques, sa voix un grognement sourd, était très occupée cette semaine-là. Voici une facture d'une maison de design appelée Aram Atelier pour une collection de début complète. Et ici, une facture correspondante de Broad Events pour une soirée de lancement privé. Il a mis en évidence les totaux. Une fois additionnés, ils s'élevaient à 139 850 $. Ils lui ont laissé 150 $ sur son compte chèque, a murmuré Mélissa. Juste assez pour garder le compte actif. Ils ont vidé votre avenir pour payer sa fantaisie. J'ai serré le bord de la table de conférence, mes jointures blanches. J'avais su dans mes tripes, j'avais su. Mais voir les chiffres, la ligne directe de mon éducation à sa vanité, c'était comme un coup physique. Mais comment, ai-je demandé, ma voix tremblante. Comment ont-ils fait faire ça à la banque? Le fonds était à mon nom. C'est là que ça devient intéressant, a dit Mélissa. Elle a affiché un email récupéré d'une sauvegarde de serveur à la banque, obtenu via un ordre de préservation d'urgence que Dana avait déposé. Il provenait de Marjorie, envoyé de son compte personnel à un banquier privé qui, a noté Jacques, ne travaillait plus là. L'email était court et poli. Il disait « Demande de traitement du virement 90 comme discuté. Comme il s'agit d'une réaffectation familiale sensible, nous demandons que le nom du bénéficiaire soit masqué sur le relevé du destinataire. La discrétion est appréciée. » Ils couvraient leurs traces, ai-je murmuré. Pas seulement couvrait, a dit Jacques. Il créait des diversions. Il a affiché une chronologie. Le jour même où Marjorie a envoyé cet email, le docteur Conrad Blake était occupé à remplir des papiers au bureau du greffier du comté. Il a déposé une procuration durable pour sa tante âgée, a expliqué Jacques, et un avis de changement à sa propre assurance responsabilité professionnelle. Ça ressemble à une journée chargée de paperasse d'adultes responsables, mais ce que c'est vraiment, c'est un écran de fumée de données. Si quelqu'un avait jamais fait une recherche juridique rapide sur lui pour ce jour-là, il verrait ses dépôts légitimes, pas le transfert bancaire silencieux que sa femme exécutait. Il créait du bruit pour cacher le signal. J'ai secoué la tête, un mélange de dégoût et d'admiration sombre. C'était intelligent. C'était impitoyable. Mais nous avons toujours besoin de prouver que je n'ai pas autorisé ça. Il pourrait prétendre que j'étais d'accord, que je voulais aider ma sœur. Jacques a souri, une expression fine et froide. C'est là que Lilith devient négligente. Il a ouvert un fichier vidéo. La qualité était granuleuse, clairement filmée sur un téléphone du début des années 2010. C'était une vidéo des coulisses. Lilith, l'air beaucoup plus jeune, se pavanant devant un miroir, entourée de portants de vêtements que je venais de voir sur la facture d'Aram Atelier. On n'entend pas la personne qui filme, a narré Jacques. Mais on entend Lilith. Il a augmenté le volume. La voix de Lilith, enjouée et arrogante, a rempli la pièce. C'est juste divin, n'est-ce pas? Je sais. Et la meilleure partie, c'est que le fonds de ma sœur a en gros investi en moi. Elle ne l'utilise pas pour tous ses livres ennuyeux, alors je le fais. C'est tellement mieux comme ça, tu ne trouves pas? La vidéo s'est terminée. J'étais silencieuse. Où avez-vous trouvé ça, ai-je finalement réussi à dire. Lilith avait un blog, a dit Jacques. Et pendant environ 6 mois, elle a engagé une petite agence de marketing numérique pour promouvoir sa marque. Elle a posté ce clip. Son agence l'a téléchargé pour leurs archives internes. Et puis quelqu'un, probablement Marjorie, l'a fait supprimer, mais l'agence n'a jamais purgé sa sauvegarde privée. Une simple assignation, et c'était à nous. C'est le mobile. C'est la confirmation, a dit Dana en entrant dans la pièce. Mais ce n'est pas le verrou. Nous devons encore prouver que vous n'avez pas signé le formulaire de virement. Mélissa a montré son dernier écran. Nous avons le formulaire de virement. La banque a conservé un PDF numérisé. Elle a zoomé sur la zone de signature. C'était mon nom. Ça ressemblait à ma signature. Mais en dessous, a expliqué Mélissa, intégré dans les métadonnées du fichier, se trouve un certificat numérique, un fichier créé et enregistré par un utilisateur. Le PDF a été numérisé depuis l'ordinateur du bureau à domicile des Blake,
celui enregistré au nom de Marjorie. L'empreinte numérique sur l'autorisation est la sienne, Chloé, pas la vôtre. Vous n'avez même pas numérisé le document, encore moins signé. J'ai fermé les yeux, laissant la validation m'envahir. Le plus grand regret de ma vie, de ne pas avoir gardé de copie, était une erreur. Mais leur arrogance en supposant que je ne me battrais jamais était une plus grande. Ils avaient créé les preuves pour moi. On a fini, ai-je dit. C'est ça. On les a, pas encore, a dit Mélissa, sa voix me ramenant à la réalité. Elle a effacé l'un des tableaux blancs et a dessiné une simple boîte. On a le virement, a-t-elle dit. On a la contrefaçon. On n'a pas la fiducie. On n'a pas le document de charte original que vos grands-parents ont signé. Je ne comprends pas, ai-je dit. On a le compte bancaire. On a le compte, a-t-elle dit avec la patience d'un professeur. On n'a pas les règles du compte. Sans le document de fiducie original, ils peuvent argumenter que la fiducie était discrétionnaire. Ils peuvent prétendre qu'en tant que mes parents, ils avaient le droit de réaffecter des fonds pour le bien de la famille. Ils diront que la contrefaçon n'était qu'un raccourci administratif pour exécuter mes souhaits verbaux. C'est un argument faible, mais c'est un argument. Sa voix s'est durcie. On a besoin de la charte originale, Chloé. Le document qui stipule explicitement que les 140 000 $ devaient être utilisés uniquement pour vos études universitaires. C'est ce document qui en fait un vol. Sans lui, c'est juste un différend familial sur de l'argent. Mon cœur a sombré. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai jamais vu. Mes grands-parents l'ont créé quand j'avais 10 ans. C'était juste une chose qui existait. Mélissa a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Je ne pense pas que vous étiez censé le voir, mais je pense que quelqu'un d'autre en a une copie. Elle a montré une seule notation étrange sur le coin d'un dossier bancaire numérisé. C'était faible, presque illisible. Un code de référence. MT exec. 17, a-t-elle lu. Exec est presque toujours l'abréviation d'exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire de la succession de vos grands-parents. MT, j'ai fouillé ma mémoire. Ça ne me disait rien. Jacques a affiché la page de signature originale des documents que Conrad m'avait fait signer, celle sur laquelle j'avais pleuré. Les témoins. Martha Thierran. J'ai lu le nom, refaisant surface de ce terrible souvenir. C'était la réceptionniste de mon père pendant 20 ans. Une impasse, a dit Jacques. Elle lui est loyale. Peut-être, ai-je dit. Mais MT, j'ai de nouveau regardé le nom. Martha Thierran. Attendez. Je l'ai poussé, zoomant sur le scan flou. Il y avait une autre signature, pas un témoin, mais un notaire. Le cachet était flou. MT, ai-je dit, les lettres cliquant dans ma tête. Ce n'était pas seulement Martha. Il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un que ma grand-mère avait toujours avec elle à la banque, au bureau de son avocat. Une amie. Trouvez Martha Thierran, ai-je dit à Jacques. Mais je veux aussi que vous cherchiez un autre nom. Je veux que vous trouviez une femme nommée Margaret. Margaret Thorne. L'email de Miles Carrington était arrivé tard la veille au soir, longtemps après que j'ai quitté la salle de guerre. Je l'ai lu debout dans ma cuisine, la lumière préaube de Chicago transformant le ciel en un violet contusionné. J'ai besoin de vous voir seul. Je n'avais aucune idée de ce passé. L'évaluation de Dana avait été claire. C'est un piège ou c'est une opportunité. On le traite comme les deux. J'ai accepté de le rencontrer au Harbor Light, un petit café discret niché dans une rue calme, loin du quartier financier et de nos quartiers respectifs. L'équipe de Jacques l'avait vérifié 1 heure avant mon arrivée, trouvant 2 dispositifs d'écoute, un amateur, un professionnel, et les neutralisant. Miles, semblait-il, était soit piégé, soit surveillé. Je suis arrivé la première, prenant une petite banquette au fond. Mes 2 gardes du corps étaient assis à des tables séparées, invisibles à moins de savoir quoi chercher. Miles est arrivé en courant 5 minutes plus tard, l'air pâle et privé de sommeil, sa tenue habituellement impeccable légèrement froissée. Il ne portait pas de mallette, ce que j'ai pris comme un petit signe positif. « Merci d'être venu », a-t-il dit en se glissant dans la banquette. Il n'a pas commandé de café. Il a juste regardé la table. Je n'avais aucune idée. Aucune idée de quoi, Miles ? J'ai gardé ma voix égale. De tout ça. Du fond d'études, d'elle.
Il s'est passé une main dans les cheveux, son sang-froid complètement disparu. Je pensais qu'elle était juste gâtée. Je ne réalisais pas qu'elle était un monstre. Lilith, ai-je précisé. Oui. Il m'a finalement regardé, ses yeux pleins d'une honnêteté transactionnelle désespérée. Je suis un homme d'affaires, Chloé. J'évalue les risques. Je pensais que le risque avec elle était ses habitudes de dépenses. J'avais tort. Quel est le vrai risque? Il s'est penché, sa voix baissant. C'est une fraude. De la tête aux pieds. J'ai attendu. Le diplôme universitaire, a-t-il dit. Celui qu'elle accroche à son mur. Celui qu'elle a mis sur son CV quand elle a rencontré mon père. C'est un faux. Comment le savez-vous? Il a sorti son téléphone de sa poche et l'a fait glisser sur la table. Il a ouvert une galerie de photos. La première photo était de Lilith en toge et mortier, souriant, tenant un diplôme. Ça avait l'air convaincant. Puis il a balayé. La photo suivante était l'original. C'était Lilith dans la même toge et le même mortier, mais elle se tenait dans un studio photo. L'arrière-plan était un écran vert. Le diplôme était un accessoire générique. C'est un montage, a-t-il chuchoté. J'ai trouvé les fichiers originaux sur sa sauvegarde cloud. Elle l'a fait retoucher par un professionnel. Elle n'a jamais obtenu son diplôme. Je ne pense même pas qu'elle ait terminé sa 2e année. Pourquoi me dites-vous ça, ai-je demandé en repoussant le téléphone. Parce qu'elle m'utilise, a-t-il dit, sa colère palpable. On est censé se marier dans 3 mois. Je pensais que c'était juste un mariage mondain. Ce n'est pas le cas. C'est une fusion financière, et je suis la partie acquéreuse. Il a expliqué, Conrad avait des ennuis, de gros ennuis. Il faisait l'objet d'une enquête discrète pour faute professionnelle, et son assurance menaçait de le lâcher. Le procès contre moi n'était pas seulement une tentative de racket. C'était une diversion et un fonds de défense juridique potentiel. Lilith m'a fait pression pour un contrat de mariage, a-t-il dit, sa voix amère. Mais ce n'est pas celui que vous pensez. Il a une clause. Une clause qui stipule que, si nous nous marions, Carrington Capital assumera certaines responsabilités financières familiales. C'est un sauvetage déguisé. Elle essaie de m'enfermer pour sauver son père. Et vous voulez vous en sortir. Je ne vais pas être le bouclier financier du comportement criminel de cette famille, a-t-il déclaré. Alors, qu'avez-vous pour moi? Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti un petit disque dur crypté. Elle est arrogante, a-t-il dit. Elle ne supprime jamais ses messages. Il a fait glisser le disque sur la table à côté de la salière. Ceci contient, entre autres, un fil de discussion complet entre elle et Marjorie datant de 6 mois. Elle se vantait. Se vantait de la façon dont elle allait enfin obtenir l'argent de cette sœur en vous poursuivant en justice. Elle admet par écrit avoir emprunté le fonds d'éducation il y a des années et dit qu'il est temps que Chloé paie à nouveau. Mon sang s'est glacé. C'était la preuve irréfutable. La seule preuve qui prouvait sans équivoque que le procès était un acte d'extorsion malveillante et prémédité, construit sur la base d'un vol antérieur admis. Que voulez-vous en retour, ai-je demandé, mes doigts reposant sur le disque. Son expression s'est durcie. Je veux que vous gagniez, mais je veux que vous le fassiez proprement. J'ai besoin que Carrington Capital reste intact. Le nom de mon père ne peut pas être dans les journaux, associé à cette saleté. Il a proposé un marché. Il fournirait une déclaration sous serment détaillant tout ce qu'il savait, le faux diplôme, la clause de responsabilité familiale et le contenu de ce disque dur. Il témoignerait que Carrington Capital était une victime de cette fraude, pas un participant. En échange, a-t-il dit, j'ai besoin de votre parole. Votre équipe juridique ne citera pas à comparaître nos dossiers d'entreprise. Vous ne nous entraînerez pas dans la presse. Vous concentrerez votre feu sur les Blake et les Blake seuls. J'ai réfléchi un instant. Ils me donnaient la clé de tout leur mobile. Ils me livraient Lilith sur un plateau. La voix de Ria a résonné dans ma tête. Son témoignage est la cheville ouvrière. Il encadre tout le récit. Mariage pour couvrir les dettes médicales. J'ai déjà reporté l'annonce de notre contrat, a-t-il dit, prenant mon silence pour une hésitation. Je peux l'annuler entièrement. Non, ai-je dit. Ce n'est pas ce que je veux. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous me donnez cette déclaration et vous me remettez ce disque.
Mon équipe juridique vérifiera tout. Si c'est ce que vous dites, vous avez un marché. Nous n'attaquerons pas votre entreprise. Nous ne vous salirons pas. Je ne veux pas vous détruire, Miles. Je veux juste la vérité. Il avait l'air visiblement soulagé. La vérité? Oui. Encore une chose, ai-je dit. Le contrat, Lugrid et Carrington Capital. Nous l'annoncerons, mais nous l'annoncerons le lendemain du règlement de ce procès. Non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un signe de force. Nous faisons des affaires avec des gens qui apprécient l'intégrité. Il a hoché la tête lentement, voyant le coup. C'était un bon coup. Ça le sauvait. Ça me sauvait. Et ça mettait un point final professionnel à toute cette affaire sordide. Bien, a-t-il dit en se levant. Vous aurez la déclaration d'ici 17 heures aujourd'hui. Il est sorti du café, laissant le disque dur sur la table. Je l'ai ramassé. Il était froid et lourd. Quand je suis retourné à la salle de guerre, l'atmosphère était électrique. Jacques et Mélissa se tenaient devant un organigramme nouvellement complété, et cela n'avait rien à voir avec Miles. Vous aviez raison de nous faire creuser sur la difficulté de Conrad, a dit Jacques. Il n'est pas seulement confronté à des poursuites pour faute professionnelle. C'est un escroc. Il a montré un nom sur le tableau, Medavance Devices, un fabricant d'implants chirurgicaux haut de gamme. Conrad a été le ROM numéro 1 à Chicago pendant une décennie, a expliqué Jacques. Il utilise exclusivement leurs appareils, même lorsque des options moins chères et tout aussi efficaces sont disponibles. Mélissa a pris le relais, montrant une série de virements bancaires. Medavance a versé des rabais à une société écran. Une société écran appelée Blake Patient Autriche. Cette société a un employé et un dirigeant, Marjorie Blake. Des pots de vin, a dit Grayson, sa voix plate. Il a reçu des pots de vin illégaux pendant des années. Et maintenant, a dit Jacques, il semble que Medavance fasse l'objet d'une enquête fédérale préliminaire. Les rabais ont cessé il y a 3 mois. Le principal flux de revenus de Conrad, celui qui finançait leur style de vie, vient de se tarir. C'est pourquoi ils sont désespérés, ai-je dit. C'est pourquoi ils ont besoin des 5 millions. Ce n'est pas seulement pour vivre. C'est pour payer les avocats dont il va avoir besoin. Tout se mettait en place. Le vol, le procès, le mariage simulé. C'était une seule et même course désespérée pour boucher les trous de leur navire en perdition. Des trous qu'ils avaient percés eux-mêmes. Et puis Mélissa a dit, on a trouvé ça. Elle a projeté un seul email sur l'écran. Il provenait du compte professionnel de Conrad, envoyé il y a 8 ans, le lendemain de la signature qui m'a coûté ma vie. Le destinataire était le même banquier privé que Marjorie avait contacté par email. Le corps de l'email était une seule phrase. Une fois que la fille signe, tout est propre. Procédez selon les instructions de ma femme. C'était lui. Ça a toujours été lui. Marjorie a appuyé sur la gâchette, mais il a visé. Mais ce n'est pas la partie qui nous a fait vous appeler, a dit Mélissa. Regardez le champ cessé, je me suis penché. Mes yeux ont dû s'adapter au texte flou du vieil email. Cessez, Monsieur Thorne. Monsieur Thorne, ai-je répété. Martha Tyran? Non, a dit Jacques, zoomant jusqu'à ce que les pixels soient des blocs flous. Regardez encore. On l'a passé dans un filtre d'amélioration d'image. Il a cliqué et l'image s'est affinée. Le nom n'était plus ambigu. Cessez, Margaret Thorne. Mon souffle s'est coupé. J'avais raison. MT, ai-je dit, les lettres formant enfin le nom qui comptait. MT exec. 17 Margaret Thorne, exécutrice. C'était la meilleure amie de ma grand-mère, une femme vive et gentille qui sentait toujours les roses et l'amande poivrée. Je pensais qu'elle était décédée il y a des années. Pouvez-vous la trouver, ai-je demandé à Jacques, ma voix tremblant légèrement. Il était déjà en train de taper. Rose Key Résidence, une maison de retraite haut de gamme à Lake Forest. Et selon leur dossier, elle est très, très vivante. La salle de guerre de Lugrid n'était plus seulement un bunker défensif. C'était un centre de commandement. Nous passions de la réaction à une agression calculée. Dana était déjà en mouvement. Elle avait envoyé des demandes de préservation de preuves immédiates à la banque de mes parents et à Medavance Devices. C'était un coup de semonce, une notification légale qui disait « Nous savons ce que vous cachez et vous feriez mieux de ne pas le supprimer. »
Ensuite est venue notre contre-poursuite. Nous avons déposé une plainte civile pour détournement de fonds du fonds d'éducation et manquement à l'obligation fiduciaire. Il ne s'agissait pas de récupérer l'argent, même si j'avais l'intention de le faire. Il s'agissait de changer le récit. Nous n'étions plus seulement des défendeurs dans une affaire de responsabilité filiale. Nous étions des plaignants dans une affaire de fraude. RIA a géré le front interne avec une précision militaire. Une nouvelle note de service a été envoyée à toute l'entreprise, réitérant la politique de silence absolu, mais incluant cette fois un lien vers une fac interne. La fac ne donnait pas de détails, mais elle rassurait le personnel sur le fait que la situation juridique de l'entreprise était sûre et que la direction traitait agressivement la distraction externe. Cela a mis fin aux rumeurs. Puis j'ai fait mon propre mouvement. Je n'ai pas fait de conférence de presse. Je n'ai pas écrit de billets de blog. J'ai simplement autorisé le lancement immédiat de la bourse d'études Lumen Grid Pathway. C'était une dotation de 5 millions de dollars, le montant exact pour lequel mes parents me poursuivaient, dédié à des bourses d'études complètes pour les étudiants dans les domaines des STEM qui n'avaient aucun soutien financier familial. Je n'ai pas annoncé pourquoi je l'ai fait. Je l'ai juste laissé exister. Les Blake, prévisibles comme toujours, ont mordu à l'hameçon. Marjorie est allée sur une émission de discussion matinale locale. C'était une masterclass en victimisation. Elle a pleuré sur commande, tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle, parlant de la fille froide et sans cœur qui préférerait donner de l'argent à des étrangers plutôt que d'aider les parents qui ont tout sacrifié pour elle. RIA a regardé l'émission avec moi dans son bureau. On répond, ai-je demandé. RIA a secoué la tête, souriant faiblement. Pas à l'émotion. On ne répond qu'aux mensonges qui peuvent être prouvés faux avec une calculatrice. Elle a rédigé une seule déclaration laconique pour la presse. L'affirmation de Madame Blake selon laquelle la famille Reynolds n'a fourni aucun soutien financier à sa fille est factuellement incorrecte. Nous renvoyons toutes les autres demandes au dossier judiciaire. C'était parfait. Cela donnait à Marjorie l'air hystérique et à nous l'air discipliné. Nos investisseurs ont tenu bon. Nous avons reçu des lettres de soutien privées de nos principaux actionnaires, tous appréciant notre discrétion et notre concentration sur la continuité des activités. J'ai vérifié le tableau de bord des indicateurs de performance en direct de Lumen Grid. L'engagement des utilisateurs était stable. La disponibilité des serveurs était de 99,99%. Les demandes de nouveaux clients n'avaient pas du tout diminué. Le bruit à l'extérieur ne pénétrait pas la forteresse que nous avions construite. Même Carrington Capital a tenu parole. Une lettre officielle est arrivée confirmant que notre contrat de 12 millions de dollars était toujours valide et actif, en attente d'une date d'annonce publique mutuellement convenue. Miles avait tenu parole. Avec le conseil d'administration stabilisé, Dana a fait le prochain jeu tactique. Elle a programmé une séance de médiation pré-procès obligatoire. Pourquoi la médiation, lui ai-je demandé. Ils ne régleront pas, je sais, a dit Dana, mais ça les force à être dans une pièce avec nous. Ça les force à voir ce que nous avons avant d'arriver dans une salle d'audience publique. Il ne s'agit pas de règlement, Chloé. Il s'agit de guerre psychologique. On leur montre l'arme avant d'appuyer sur la gâchette. Et puis la dernière pièce est tombée en place. Jax l'a confirmé. Margaret Thorne était à la résidence Rose-Key à Lake Forest. J'y suis allé seul. Je devais faire cette partie moi-même. Rose-Key était calme, élégante, et sentait faiblement la lavande et le vieux papier. Margaret était assise dans une véranda, regardant un jardin bien entretenu. Elle était plus âgée, plus frêle que dans mon souvenir, mais ses yeux étaient du même bleu perçant et intelligent. Chloé, a-t-elle dit, sa voix fine mais stable alors que je m'approchais. Je me demandais si tu viendrais un jour. Vous saviez? Ai-je demandé en m'asseyant en face d'elle. Je me doutais, a-t-elle dit. Votre grand-mère. Elle s'inquiétait. Elle savait que Conrad pouvait être persuasif, et elle savait que Marjorie avait des goûts de luxe. Elle a fouillé dans un sac en tapisserie à ses pieds et a sorti un dossier en cuir usé. J'ai gardé ça, a-t-elle dit. J'étais l'exécutrice testamentaire, après tout. J'étais censé le protéger. Elle a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait la charte de fiducie originale. Le papier jauni par le temps, et agrafé à l'avant se trouvait une lettre manuscrite dans l'écriture ample de ma grand-mère. Pour Chloé, lisait-on, seulement pour Chloé. J'ai ouvert la charte. Ce n'était pas du jargon juridique dense.
C'était simple, clair et dévastateur. Ce fonds, d'un montant total de 140 000 $, est désigné uniquement pour les études universitaires de notre petite fille, Chloé Reynolds. Tout détournement de ces fonds à toute autre fin par tout fiduciaire constitue une violation directe de cette fiducie et entraîne la déchéance immédiate des privilèges d'exécuteur testamentaire. C'était blindé. Il n'y avait pas de clause discrétionnaire, pas de marge de manœuvre pour une restructuration familiale. C'était du vol, pur et simple. Margaret a posé une main tremblante sur la mienne. J'ai essayé de les arrêter, a-t-elle chuchoté. Quand Conrad m'a envoyé les papiers de virement à contresigner, j'ai refusé. Je lui ai dit que c'était illégal. Il m'a dit que tu avais changé d'avis, que tu ne voulais pas aller à l'université, que tu voulais aider ta sœur à la place. Une fureur froide m'a envahi, mais je l'ai repoussé. Il vous a menti, Margaret. Je le sais maintenant, a-t-elle dit tristement. Quand je vous ai vu aux informations, vu ce que vous aviez construit, j'ai su qu'il avait menti. J'aurais dû vous contacter. J'étais juste vieille, fatiguée et j'avais peur de lui. Elle a baissé les yeux sur le document, la honte gravée sur son visage ridé. Je suis tellement désolé, Chloé. Je vous ai laissé tomber. J'ai tendu la main et j'ai couvert la sienne. Vous ne m'avez pas laissé tomber, ai-je dit doucement. Vous l'avez gardé en sécurité. Vous m'avez attendu. J'ai pris le dossier. Il semblait plus lourd qu'il n'y paraissait. Ce n'était pas seulement du papier. C'était une justification. Il n'est pas trop tard, Margaret, ai-je dit en me levant. En fait, vous êtes juste à temps. 2 jours avant la médiation, la menace théorique est devenue une réalité physique. Je venais de terminer un rendez-vous de suivi avec mon propre médecin au pavillon médical Sainte-Aurora, un contrôle de routine qui n'avait rien à voir avec le stress du procès, bien que ma tension artérielle élevée suggère le contraire. Le parking était silencieux, le genre de chambre d'écho en béton souterrain qui semblait toujours un peu trop isolé. Je me dirigeais vers ma voiture, les clés à la main, quand une silhouette est sortie de derrière un pilier en béton. C'était Conrad. Il avait l'air terrible. Le chirurgien poli et confiant du gala avait disparu. Son costume était froissé. Ses yeux injectés de sang. Son visage mal rasé. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis une semaine. « Chloé » a-t-il dit, sa voix rauque. « Nous devons parler. » Ma main est immédiatement allée au bouton de panique de ma clé de voiture, mais je ne l'ai pas encore appuyé. J'ai tenu bon, gardant une distance de sécurité entre nous. « Parler à mon avocate, Conrad » ai-je dit, ma voix résonnant légèrement dans le garage vide. « Pas d'avocat » a-t-il plaidé en faisant un pas en avant. « Juste la famille. On peut régler ça en famille. » Il n'y a plus de dans famille, ai-je dit froidement. Vous m'avez poursuivi. Vous l'avez rendu public. Il s'est passé une main dans ses cheveux clairsemés. Un geste de pur désespoir. Tu ne comprends pas. Ils viennent pour tout. Les poursuites pour faute professionnelle. Elles se multiplient. L'assurance ne couvrira pas tout. Si nous n'obtenons pas une injection de liquidité, nous perdons la maison, le cabinet, tout. Et c'est mon problème, pourquoi? Parce que tu es ma fille, a-t-il crié, le son rebondissant sur les murs en béton. Tu as des millions. Tu ne remarquerais même pas 5 d'entre eux. Je l'ai regardé, le voyant clairement pour peut-être la première fois. Il n'était pas un cerveau. C'était juste un homme pathétique et avide qui avait vécu au-dessus de ses moyens pendant trop longtemps et qui cherchait maintenant quelqu'un d'autre pour payer la facture. Et le mariage de Lilith, ai-je demandé. Ça fait aussi partie du règlement, n'est-ce pas? Il a détourné le regard, incapable de croiser le mien. Miles. Miles est stable. S'il se marie, le capital de sa famille. Ça nous donne un tampon. Ça nous achète du temps pour nous restructurer. Tu veux dire que ça t'achète du temps pour cacher tes actifs avant que le fisc ne les voie, ai-je corrigé. Tu vends ta fille pour couvrir tes crimes. Ce n'est pas comme ça, a-t-il protesté faiblement. Lilith l'aime. Lilith aime son compte en banque, ai-je dit, tout comme elle aimait le mien. Il a tressailli. Ça. C'était différent. Comment, ai-je demandé, m'approchant maintenant, ma colère une lame froide et tranchante. En quoi était-ce différent, Conrad? Vous avez pris la seule chose que mes grands-parents m'avaient laissée. Et vous l'avez donnée à elle pour qu'elle puisse jouer à la poupée.
On ne pensait pas que tu en aurais besoin, a-t-il lâché. L'aveu est resté en suspens entre nous, brut et laid. Répète ça, ai-je dit doucement. Il m'a regardé, ses yeux implorant une compréhension que je n'avais pas à donner. Chloé, sois réaliste. Tu n'as jamais été académique. Tu as toujours été si silencieuse, si renfermée. On pensait honnêtement que tu n'irais pas loin. On pensait que l'argent serait juste gaspillé pour un diplôme inutile que tu n'utiliserais jamais. Lilith. Lilith avait une étincelle. Elle avait du flair. On pensait qu'elle pourrait réellement en faire quelque chose. Un étrange calme m'a envahi. C'était la confirmation finale. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils avaient volé mon potentiel. Ils avaient parié contre moi avant même que je ne commence la course. Vous aviez tort, ai-je dit simplement. Je me suis tourné pour monter dans ma voiture. Il s'était lancé en avant, m'attrapant le bras. Chloé, s'il te plaît. Tu dois nous aider. J'ai arraché mon bras, frappant ma main sur le bouton de panique. Le klaxon de la voiture a commencé à retentir. Un pouls fort et rythmé qui a rempli le garage. Lâchez-moi, ai-je crié, non pas par peur, mais pour m'assurer que les caméras de sécurité que je savais être en train de regarder avaient un son clair. Il a reculé comme s'il avait été frappé, regardant sauvagement autour de lui au bruit. Il a reculé, son visage un masque de défaite paniquée, avant de se tourner et de courir pratiquement vers les ascenseurs. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et je suis resté assis un moment, tremblant, non pas de terreur, mais d'adrénaline. J'ai attendu que ma respiration ralentisse. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le chef de la sécurité de Grayson. Tirez les bandes du garage de Sainte-Aurora, niveau B2, ai-je dit. Je viens d'être agressé. Cette nuit-là, le harcèlement s'est intensifié. Mon téléphone s'est allumé avec un texto de Lilith. Tu dois tout à cette famille. Si papa va en prison parce que tu es trop égoïste pour aider, ce sera de ta faute. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré le message à Dana. L'équipe de sécurité de Grayson gagnait son salaire. Ils avaient identifié 2 véhicules distincts qui me suivaient depuis 3 jours. Des détectives privés engagés par Marjorie. Des amateurs en plus, facilement repérés et facilement effrayés. Nous ne les avons pas confrontés. Nous avons juste noté leur plaque d'immatriculation, pris des photos de leur visage et déposé une plainte à la police pour harcèlement. Dana a utilisé l'incident du garage et les messages textes pour demander une ordonnance de restriction temporaire d'urgence. Cela n'arrêterait pas le procès, mais cela les tiendrait physiquement à l'écart de moi. C'était une autre couche d'isolation, une autre brique dans le mur que je construisais. De retour à la salle de guerre, Mélissa et Jacques fermaient les dernières boucles. Nous avons l'empreinte numérique verrouillée, a dit Mélissa. Nous pouvons prouver avec une certitude forensique que le profil utilisateur de Marjorie a créé le document de virement falsifié. Nous pouvons également prouver, grâce aux métadonnées du fichier, qu'il a été créé après que vous ayez déjà quitté la maison. Jacques avait été occupé aussi. Je l'ai trouvé, a-t-il dit en mettant une photo d'un homme d'âge moyen à l'air nerveux sur l'écran. Le banquier privé. Il a été licencié 1 an après le virement pour des violations de politique sans rapport avec votre cas. Mais quand je lui ai montré l'email de Conrad, il est devenu très bavard. Il a avoué? Il n'a pas eu à le faire, a dit Jacques. Il a juste confirmé que c'était une pratique courante pour certains clients fortunés de voir leurs besoins administratifs accélérés, parfois sans toutes les formalités techniques d'avoir toutes les parties présentes. Il se souvient avoir reçu une très belle bouteille de scotch à cette époque de la part de votre père. Tout était là. Le mobile, la méthode, l'opportunité et la dissimulation. Nous avions assez pour non seulement gagner le procès civil, mais aussi pour les envoyer potentiellement en prison. La nuit avant la médiation, j'étais assise dans notre salon, les lumières de la ville s'étalant sous nous. Je répétais, non pas un discours, mais une attitude. Je ne me mettrai pas en colère, me suis-je dit, répétant le mantra. Je ne pleurais pas. Je présenterai juste les faits. Grayson était assis en face de moi, me regardant avec ce soutien intense et silencieux qui était sa marque de fabrique. Tu n'as pas à leur pardonner, tu sais, a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé. Je sais. Beaucoup de gens disent que le pardon est pour soi, pas pour eux. Que ça libère. Et tu ne crois pas ça? Je crois que la vérité libère, a-t-il dit.
Tu n'as pas besoin de pardonner à quelqu'un qui essaie encore activement de te faire du mal. Tu as juste besoin de le neutraliser. J'ai hoché la tête. Neutraliser. C'était un bon mot. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas leur destruction, bien qu'il semble qu'ils fassent un bon travail de ça eux-mêmes. Je voulais juste qu'ils partent. Je voulais qu'ils sortent de ma vie complètement et irrévocablement, sans dette ni doute persistant. Je suis prête, ai-je dit. Je suis allé me coucher, mais le sommeil était insaisissable. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène dans le garage. L'aveu désespéré et les de Conrad. On pensait que tu n'irais pas loin. C'était la chose la plus vraie qu'il m'ait jamais dite. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent parce qu'ils étaient avides. Ils l'avaient volé parce qu'ils ne croyaient sincèrement pas que je valais l'investissement. Ça faisait plus mal que le vol lui-même. C'était un rejet fondamental de qui j'étais. Mais ça m'a aussi nourri. Ça a validé chaque longue nuit dans le café, chaque heure solitaire à la bibliothèque, chaque sacrifice que j'avais fait pour construire l'Human Grid. Je ne leur avais pas seulement prouvé qu'ils avaient tort. J'avais construit un empire sur les cendres de leurs faibles attentes. Le lendemain matin, je me suis habillé avec la même précision que j'utilisais pour une réunion de conseil d'administration. Un tailleur bleu marine, des bijoux minimalistes, les cheveux tirés en arrière, pas d'armure, juste un détachement professionnel. Nous avons pris des voitures séparées pour le centre de médiation, une précaution sur laquelle Grayson a insisté. Le centre de médiation de la place civique était un bâtiment beige neutre dans le quartier juridique du centre-ville. Il était conçu pour être apaisant, non menaçant. Pour moi, il ressemblait juste à un autre champ de bataille. Dana m'a rencontré dans le hall. Elle avait l'air vive, prête. Souviens-toi, a-t-elle dit alors que nous montions dans l'ascenseur. On n'est pas là pour négocier. On est là pour dicter les termes. Ils ne le savent juste pas encore. J'ai hoché la tête. J'avais le classeur dans mon sac. Il contenait tout. Les relevés bancaires, l'analyse de la signature falsifiée, les emails, la vidéo de Lilith, la déclaration de Miles, et surtout, la charte de fiducie originale de Margaret. C'était une bombe nucléaire déguisée en fourniture de bureau. Nous sommes entrés dans la salle de conférence. C'était standard, longue table ovale, chaises inconfortables, une carafe d'eau tiède au centre. Le médiateur, un juge à la retraite au visage bienveillant et aux yeux de silex, était déjà là. 5 minutes plus tard, les Blake sont arrivés. Marjorie avait l'air impeccable comme toujours, mais il y avait une tension autour de ses yeux que le maquillage ne pouvait cacher. Conrad avait l'air mieux que dans le garage, rasé et pressé, mais il n'osait pas croiser mon regard. Lilith était assise entre eux, l'air maussade et ennuyée, comme une adolescente traînée au bureau du directeur, pas une femme face à l'effondrement de son avenir. Ils avaient un avocat avec eux, un homme que je reconnaissais des panneaux publicitaires près de l'autoroute, pas un requin du barreau, mais un plaideur bruyant et agressif connu pour ses combats publics désordonnés. Le médiateur a commencé avec le préambule standard sur la bonne foi et la confidentialité. Je les ignorais. Je les observais. Ils étaient nerveux. Ils n'arrêtaient pas de jeter des coups d'œil à la porte comme s'ils attendaient des renforts. Quand le médiateur a terminé, leur avocat s'est penché en avant. Mes clients sont démunis, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans la petite pièce. Ils ont tout sacrifié pour cet enfant ingrate. Et maintenant, à l'heure du besoin, elle leur tourne le dos. Nous demandons 5 millions de dollars de soutien immédiat, plus des allocations mensuelles raisonnables. Dana n'a même pas levé les yeux de ses notes. C'est tout? L'avocat a cligné des yeux. C'est un point de départ. Nous sommes également prêts à discuter d'un règlement forfaitaire pour que tout cela se passe discrètement. Dana a souri, une expression fine et acérée. Oh, nous ne sommes pas ici pour que ça se passe discrètement. Nous sommes ici pour nous assurer que ça ne revienne jamais. Elle a fait glisser un seul et mince dossier sur la table jusqu'au médiateur. Avant de discuter de tout paiement de soutien, a dit Dana, sa voix calme et égale, nous aimerions aborder la petite question des 140 000 dollars qui ont été volés à ma cliente il y a 8 ans. Volés, a bafouillé leur avocat. C'est absurde. C'était une réaffectation familiale. Vraiment, ai-je dit, parlant pour la première fois. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le classeur. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai juste posé sur la table avec un bruit sourd. Ils l'ont tous regardé.
C'était juste un classeur noir, mais dans cette pièce silencieuse, il avait l'air mortel. Conrad m'a finalement regardé. Ses yeux allaient de moi au classeur, puis de nouveau à moi. Il a vu le regard dans mes yeux. Pas de colère, pas de tristesse, juste une certitude froide et dure. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai vu une terreur sincère sur son visage. Il savait. Il ne savait pas ce que j'avais. Mais il savait que j'avais quelque chose. Je ne suis pas ici pour négocier, papa, ai-je dit, le mot semblant étrange et final. Je suis ici pour encaisser. La veille de la médiation, notre salle de guerre ressemblait moins à un centre de défense qu'au bureau d'un procureur à la veille d'un procès. Les tableaux blancs n'étaient plus couverts de questions, mais de réponses. Mélissa Shore et Jacques Romero se tenaient devant nous, présentant la carte finale interconnectée de la tromperie de ma famille. C'était un chef-d'œuvre de vérité financière, une autopsie multicouche de leurs mensonges. Nous avons 3 pistes distinctes de responsabilité criminelle et civile, a commencé Mélissa, sa voix sèche dans la pièce silencieuse. Piste 1, évidemment, est le péché originel, le vol de votre fonds d'éducation. Elle a montré le plus grand tableau blanc, dominé par un organigramme. C'est exactement comme nous le soupçonnions, mais en plus propre. La ligne va directement de la fiducie d'éducation Reynolds à un compte chèque personnel au nom de Lilith Blake. Le virement de $140 000 est net. Il n'y a aucune ambiguïté. Elle a ensuite affiché les factures correspondantes. L'argent n'est pas resté plus de 72 heures. Il a été immédiatement épuisé en 2 transactions majeures. 1. Un paiement à Aram Atelier pour une collection de début haute couture. 2. Un paiement à Broad Events pour une soirée de lancement privé. Elle a littéralement porté votre éducation sur son dos, puis a organisé une fête avec la monnaie. Mais ils ont prétendu que je l'avais autorisé, ai-je dit, récitant le mensonge que je savais qu'ils raconteraient. Ils l'ont fait, a confirmé Jacques, et nous avons la preuve qu'ils l'ont falsifié. Il a projeté le formulaire d'autorisation de virement numérique sur l'écran principal. Notre laboratoire a confirmé le bloc de signature. C'est un copier-coller. Votre signature a été numériquement extraite d'un document distinct. Nous avons trouvé une correspondance sur un bulletin d'autorisation de sortie scolaire de la même année, puis collée sur le formulaire bancaire. C'est une contrefaçon nette et démontrable. Mélissa est de nouveau intervenue. Et surtout, les métadonnées du fichier numérique montrent qu'il a été créé, enregistré et envoyé par email par un profil utilisateur nommé Marjorie sur l'ordinateur du bureau à domicile des Blake. Vous n'habitiez même pas là lorsque le document qui a volé votre argent a été créé. Et la fiducie elle-même a demandé Grayson. Margaret Thorne a scellé l'affaire, a dit Mélissa en tenant une copie numérisée de la charte originale. Le sceau de l'avocat chargé de la succession sur sa copie correspond parfaitement à celui que Redlin a extrait des archives du comté. C'est authentique, et le langage est absolu, pour les études universitaires uniquement. Toute autre utilisation est définie comme un détournement de fonds. Donc la piste 1 est complète, détournement de fonds criminels prouvé par le traçage financier, l'analyse de documents forensiques et la charte authentifiée de l'exécuteur testamentaire original. Jacques est passé au tableau suivant. Piste 2. Le mobile. Pourquoi vous poursuit-il maintenant pour 5 millions de dollars? Parce que leur principale source de revenus, illégale, vient de se tarir. Il a montré le nom de Medavance Devices. Le docteur Blake a reçu des rabais de Medavance pendant des années. On parle de pots de vin substantiels pour utiliser exclusivement leurs implants chirurgicaux. Mais il est trop malin pour prendre l'argent directement. Il a affiché un nouvel organigramme. Medavance a payé les pots de vin déguisés en honoraires de consultation à une société écran. Cette société s'appelle Blake Patient Outreach. Elle a un seul but, recevoir ses fonds, et son seul dirigeant enregistré est Marjorie Blake. Un montage classique de blanchiment d'argent, a murmuré Dana depuis son siège. Le mari commet une fraude médicale, la femme lave l'argent. Exactement, a dit Jacques, mais Medavance fait l'objet d'une enquête fédérale préliminaire. Nos sources confirment que les paiements ont cessé il y a 3 mois. Leur style de vie est financé par la fraude et leur compte en banque est soudainement vide. Ils ont besoin d'une nouvelle source de liquidité, et ils en avaient besoin hier. C'est vous. Mais ça s'aggrave, a dit Mélissa, son expression sombre. Il ne se contentait pas de blanchir l'argent. Il faisait coup double. Ce qui nous amène à la piste 3, la fausse charité. Elle a projeté les déclarations fiscales publiques d'une fondation dont je n'avais jamais entendu parler.
La fondation Arts for Hope, dirigée par Marjorie. Sa mission déclarée est de fournir un soutien non médical aux familles de patients chirurgicaux. L'année dernière, elle a déclaré 500 000 $ de dons publics et d'entreprises. Ses dépenses se sont élevées à 450 000 $. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Frais administratifs. Exactement, a répondu Mélissa. Des dépenses qui incluent la planification de galas, des honoraires de consultation versés à la société Écran Blake Patient Autriche, et mon préféré, l'acquisition de garde-robe auprès d'Aram Atelier. Elle utilisait une fausse charité pour blanchir l'argent des pots de vin, tout en sollicitant de vrais dons du public et des patients de son mari. Elle ne vous volait pas seulement, elle volait des malades. La pièce était silencieuse. L'ampleur de la tromperie était à couper le souffle. Ria Park, ma responsable des relations publiques, a finalement pris la parole. Voilà ce que nous combattons. Voilà le contexte de leur procès. Elle s'est levée et s'est dirigée vers l'avant, tenant une tablette. Ce ne sont pas seulement des menteurs. Ils sont stratégiques. Ils savaient que tout cela s'effondrait. Leur plan entier était d'atténuer leur propre exposition criminelle en créant une crise de relations publiques pour nous. Elle a affiché un autre email récupéré. Celui-ci de Marjorie à un chroniqueur mondain local, envoyé il y a 8 ans, juste après mon départ. Le récit a été planté à l'époque. Je voulais juste te faire savoir, si tu entends quoi que ce soit, que Chloé a décidé d'abandonner l'université. Elle n'était tout simplement pas faite pour les livres et prend du temps pour se trouver. Elle a planté la graine, faisant de moi l'échec pour que, si ce jour arrivait, elle ait une histoire toute prête. Donc, le procès de 5 millions de $. Ai-je laissé en suspens? Est une grenade de relations publiques, a terminé Ria. Conrad a engagé un avocat bon marché et bruyant, connu pour juger les affaires dans la presse. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Le but était de déposer la plainte, de la divulguer au blog de Potin, et de vous peindre comme la fille ingrate et riche abandonnant ses parents malades. Ils ont supposé que la pression sur le cours de l'action de l'Human Grid et sur la réputation de notre marque serait si immense que vous leur paieriez les 5 millions de $ dans un règlement discret juste pour les faire taire. C'est une tentative d'extorsion, a dit Grayson, sa voix dure. Ils essaient de vous faire chanter pour financer leur défense criminelle. Et ils avaient un plan de secours en cas d'échec, ai-je ajouté en tapotant la copie de la déclaration de Miles Carrington qui se trouvait devant moi. Le mariage. Le contrat de mariage de Lilith, celui qui oblige Carrington Capital à assumer toutes les responsabilités professionnelles antérieures de Conrad. Si l'extorsion échouait, il transmettrait simplement la dette à Miles. Ils avaient 2 cibles, moi et leur futur gendre. Dana Consinquette s'est levée, fermant son propre classeur en cuir. Nous avons donc le dossier complet. Détournement de la fiducie, complot pour blanchir des pots de vin médicaux illégaux, une charité frauduleuse, et un procès d'extorsion fabriqué conçu pour couvrir les autres crimes. Elle m'a regardé, un rare et fin sourire sur son visage. Ils ont bâti tout leur empire sur la fraude, Chloé. Et ils comptaient sur vous pour être leur dernière bouée de sauvetage désespérée. Alors, quelle est notre stratégie pour la médiation? Ai-je demandé. Ria a brandi une clé USB cryptée. J'ai préparé un dossier de transparence. Il contient les éléments non confidentiels de cette enquête. La piste de l'argent, l'email sur l'abandon, les dépôts publics pour Arts for Hope. C'est prêt. S'ils rompent l'accord de confidentialité de la médiation, s'ils divulguent un seul mot, nous ne répondons pas seulement, nous exécutons. Nous donnerons à la presse la véritable histoire. Nous ne nous laisserons pas faire chanter. Bien, ai-je dit. La médiation est confirmée pour demain à 10 h, a dit Dana. J'ai déposé les documents. Elle a fait une pause. Et j'ai pris la liberté d'enregistrer notre droit d'appeler un témoin surprise. Grayson a haussé un sourcil. Miles? Ils s'attendront à Miles, a dit Dana. Mais il n'est que le mobile. Je suis plus intéressé par le fondement de tout le crime. Elle a fait un signe de tête vers la copie de la charte de fiducie. J'amène l'exécutrice testamentaire. J'amène Margaret Thorne. La salle de conférence du centre de médiation de la place civique était d'un beige oppressant, la climatisation bourdonnant d'une odeur faible et stérile. Mes parents, Lilith, et leur avocat, Monsieur Vance, un homme dont les cravates criardes correspondaient à son attitude au tribunal, étaient assis d'un côté de la longue table ovale. Dana et moi étions assises de l'autre. Le médiateur, le juge Sterling,
un homme à la retraite avec la patience d'un saint et les yeux d'un faucon, était assis à la tête. Le juge Sterling s'est éclairci la gorge. Nous sommes ici pour tenter de trouver une solution dans l'affaire Blake contre Reynolds. Monsieur Vance, vous pouvez commencer par la position de vos clients. Vance s'est penché en avant, joignant les mains dans un geste destiné à transmettre de la sincérité, mais qui ne rayonnait que d'insincérité. Votre honneur, mes clients ont le cœur brisé. Ils sont âgés, confrontés à d'importantes difficultés médicales, et ont été abandonnés par une fille qui vaut maintenant des centaines de millions. Nous demandons une somme modique de 5 millions de dollars pour leurs soins, plus une allocation mensuelle raisonnable. C'est une question de responsabilité filiale de base et d'honneur familial. Il a fait une pause pour un effet dramatique, me regardant avec un dédain pratiqué. Madame Reynolds en a les moyens. Il lui manque simplement le cœur. Je n'ai pas réagi. J'avais répété ma non-réaction devant un miroir pendant des heures. J'ai laissé ces mots en suspens dans l'air, lourds et accusateurs, jusqu'à ce que le silence devienne inconfortable. Le juge Sterling s'est tourné vers nous. Madame qu'on s'inquiète ? Dana n'a pas parlé immédiatement. Elle a lentement ouvert sa mallette et a sorti un seul et mince classeur noir. Elle ne l'a pas fait glisser jusqu'au juge. Elle l'a fait glisser au centre de la table, directement devant Conrad. Nous ne discuterons d'aucun paiement de soutien aujourd'hui, a dit Dana, sa voix calme, presque conversationnelle. Aujourd'hui, nous discutons d'une dette. Une très vieille dette. Vance a ricané. C'est une tactique de diversion. Vraiment, a demandé Dana en ouvrant le classeur. Elle s'est tournée vers le premier onglet. Pièce à conviction A, une seule feuille de papier. C'était une image agrandie d'un virement bancaire. Il y a 8 ans, a commencé Dana, 140 000 $ ont été retirés de la fiducie d'éducation Reynolds. Ils ont été transférés directement sur un compte chèque personnel appartenant à Madame Lilith Blake. Lilith a tressailli, ses yeux allant vers sa mère. Marjorie est restée de marbre. Une réaffectation familiale, a dit Marjorie doucement. Chloé ne voulait pas aller à l'université. Nous avons utilisé les fonds pour une fête, ai-je interrompu, parlant pour la première fois. Dana a tourné la page. Pièce à conviction B, 2 factures côte à côte. Aram Atelier et Broadlake Events. Le total, 139 850 $. Vous ne l'avez pas réaffecté, ai-je dit en regardant directement Lilith. Tu l'as porté. Tu as organisé une fête avec. C'était mes frais de scolarité, et tu les as dépensés en 3 jours. Ça ne prouve rien, a fanfaronné Vance. Les parents ont un pouvoir discrétionnaire sur les fonds familiaux. Seulement s'ils ont une autorisation légale, a rétorqué Dana. Ce qui nous amène à la pièce à conviction C, elle a révélé l'analyse forensique du formulaire d'autorisation de virement. C'est une contrefaçon, a déclaré Dana catégoriquement. Le bloc de signature a été numériquement extrait d'un bulletin d'autorisation de sortie scolaire signé par ma cliente 2 ans plus tôt. Les métadonnées confirment que le fichier a été créé sur l'ordinateur du bureau à domicile de Madame Blake 3 jours après que Chloé ait déjà été exclue de la maison. Conrad a pâli. C'est une technicalité. Elle a verbalement accepté. Vraiment ? A demandé Dana. Nous avons également une déclaration sous serment de votre ancien banquier privé, Monsieur Henderson. Il confirme avoir reçu un email de vous, Dr Blake, pièce à conviction D, lui demandant de contourner les protocoles standards car une fois que la fille signe, c'est propre. La pièce était maintenant d'un silence de mort. La climatisation semblait plus bruyante. Mais ce n'est que de l'argent, a essayé Vance, bien que sa voix ait perdu de sa puissance. C'est une affaire civile. Vraiment, a demandé Dana en tournant une autre page. Pièce à conviction E, c'était l'organigramme que Jacques avait construit. Mais d'avance Devices. Les pots de vin, la société écran, Blake Patient Autriche, la fausse charité, Arts for Hope. Nous savons pourquoi vous avez besoin de 5 millions, Conrad, ai-je dit. Ce n'est pas pour des frais médicaux. C'est pour des frais juridiques. Le fisc enquête déjà sur mes d'avances. Combien de temps avant qu'il ne s'intéresse à vous ? Conrad avait l'air d'être sur le point de vomir. Marjorie serrait le bord de la table, ses jointures blanches. C'est de la diffamation, a crié Vance en se levant. Nous partons. Asseyez-vous, monsieur Vance, a dit le juge Sterling, sa voix calme,
mais portant une immense autorité. Vous vous asseyez ou je vous tiendrai pour outrage à cette médiation. Vance s'est assis. Nous n'avons pas terminé, a dit Dana. Nous avons une dernière pièce à conviction, ou plutôt un dernier témoin. Elle a fait un signe de tête vers la porte. Elle s'est ouverte et Grayson est entré, escortant Margaret Thorne. Conrad a émis un son qui était à moitié un halètement, à moitié un étouffement. Marjorie a juste regardé, son visage un masque d'incrédulité totale. Margaret s'est approchée lentement de la table, s'appuyant sur une canne, mais la tête haute. Elle n'a pas regardé Conrad. Elle m'a regardé, moi seul, offrant un petit sourire triste. Elle a posé un vieux dossier en cuir sur la table. Je suis Margaret Thorne, a-t-elle dit, sa voix fine mais claire. J'étais l'exécutrice testamentaire de la succession Reynolds, et voici la charte originale de la fiducie d'éducation. Elle l'a ouverte à la page marquée et a lu à voix haute, ce fonds est désigné uniquement pour les études universitaires de notre petite fille, Chloé Reynolds. Tout détournement de ces fonds à toute autre fin par tout fiduciaire constitue une violation directe de cette fiducie et entraîne la déchéance immédiate des privilèges d'exécuteur testamentaire. Elle a fermé le dossier. Ce n'était jamais discrétionnaire, Conrad. Vous l'avez volé. Avant qu'il ne puisse se remettre, la porte s'est de nouveau ouverte. Miles Carrington est entré. Il n'a pas regardé Lilith. Il s'est dirigé directement vers Dana et lui a tendu une enveloppe scellée. C'est une déclaration sous serment, a dit Miles, sa voix dépourvue d'émotion. Elle détaille l'aveu de Lilith Blake selon lequel son diplôme universitaire est un faux. Elle détaille également ses tentatives de me contraindre à un mariage dans le but exprès d'utiliser le capital de ma famille pour couvrir les responsabilités juridiques imminentes de son père. Lilith a poussé un petit cri étranglé. Miles, comment as-tu pu? Miles l'a finalement regardé. C'était un regard de pur dégoût. Tu as essayé de me vendre, Lilith, tout comme tu as vendu ta sœur pour une robe. Le juge Sterling a regardé le classeur, puis les Blake, puis moi. Il a lentement fermé le classeur. Je pense, a-t-il dit, sa voix très mesurée, que nous avons besoin d'une pause. Monsieur Vance, je vous suggère fortement d'emmener vos clients dans la salle de caucus privée. Je vous suggère d'utiliser les 15 prochaines minutes pour leur expliquer très soigneusement la différence entre une médiation civile et une inculpation pénale fédérale. Il s'est levé. 15 minutes. Les Blake se sont précipités hors de la pièce comme des rats fuyant un navire en perdition. Ils n'ont pas regardé en arrière. Ils ne se sont pas regardés. Ils ont juste couru. Je suis resté assise là, dans la pièce silencieuse. Le poids de 8 ans commençant enfin à se soulever. Ce n'était pas encore terminé. Mais le plus dur était fait. Je les avais affrontés, armés seulement de la vérité, et ils s'étaient effondrés. Les 15 minutes où ils sont partis ont semblé une vie entière compressée en une seule respiration. Le silence dans la pièce beige était absolu, rompu seulement par le clic silencieux de Dana fermant son classeur de preuves. Margaret Thorne et Miles Carrington avaient déjà donné leur déclaration au greffier du médiateur et étaient partis, leur rôle dans ce drame terminé. Quand la porte s'est finalement ouverte, les Blake sont entrés, mais ce n'étaient pas les mêmes personnes qui étaient parties. La défiance avait disparu, l'arrogance, la suffisance, le vernis pratiqué, tout avait été chimiquement décapé, ne laissant que le noyau brut et terrifié. Leur avocat, Monsieur Vance, n'était pas avec eux. Il avait, semblait-il, reconnu une bataille perdue d'avance et les avait officiellement abandonnés à leur sort. Conrad, qui s'était toujours tenu si droit, était voûté. Marjorie, qui avait toujours été si parfaitement mise, avait l'air dévastée. Le visage de Lilith était pâle et bouffi, ses yeux rougis d'avoir pleuré. Conrad a parlé le premier, sa voix un murmure, adressé non pas à moi, mais au médiateur. Nous retirons notre procès. Dana n'a même pas levé les yeux du document qu'elle examinait. Elle a simplement dit, pas assez. La tête de Marjorie s'est redressée, une étincelle de son ancien feu revenant. Que voulez-vous dire, pas assez? Nous abandonnons l'affaire. Vous n'êtes pas en position d'abandonner quoi que ce soit, a dit Dana, sa voix froide et plate. Vous avez déposé une plainte frivole et extorsionnaire. Cette plainte est maintenant morte. Nous discutons maintenant des termes de votre reddition. Elle a fait glisser un nouveau document sur la table. Ce n'était pas le classeur de preuves. C'était un seul accord de règlement de plusieurs pages. Mes termes. Vous signerez ceci,
a déclaré Dana. Ce n'est pas une négociation. C'est une liste de vos obligations. Vance aurait dû vous le dire, mais comme il semble avoir fui, je le ferai. Ce sont les conditions pour éviter la contre-poursuite de ma cliente pour fraude, détournement de fonds et complot, que nous sommes par ailleurs prêts à déposer cet après-midi. Conrad a fermé les yeux. Dana a commencé à énumérer les termes, sa voix égrenant chaque point avec la précision d'un métronome. 1. Vous accepterez une ordonnance de restriction permanente et mutuelle. Vous ne vous approcherez pas à moins de 500 pieds de Madame Reynolds, de son mari, de sa maison, ou de toute propriété appartenant à l'Human Grid System. Vous ne la contacterez plus, directement ou indirectement, jamais. 2. Vous signerez aujourd'hui un aveu écrit et juridiquement contraignant. Cet aveu déclarera que vous, Conrad et Marjorie Blake, avez sciemment et illégalement converti les $140 000 de la fiducie d'éducation Reynolds pour un usage personnel en violation directe de la charte de la fiducie. 3. Vous rembourserez la totalité des $140 000, plus les intérêts légaux composés pour les 8 dernières années. Un son étranglé est sorti de la gorge de Marjorie. Nous n'avons pas cet argent. Nous n'avons rien. Je sais, ai-je dit, parlant pour la première fois depuis leur retour. Ma voix était calme, mais elle a atterri comme un marteau dans la pièce silencieuse. Dana a continué, imperturbable. Le remboursement n'ira pas à Madame Reynolds. Il sera payé via un règlement structuré contre tous vos actifs restants, directement dans le fonds de bourse d'études Human Grid Pathway. Marjorie avait l'air confuse, comme si les mots n'avaient pas de sens. Quoi? L'argent que vous avez volé pour mon éducation, ai-je précisé, sera utilisé pour financer l'éducation d'étudiants qui, comme moi, n'ont aucun soutien familial. Vous rembourserez chaque centime. Dana est passée au dernier point. 4. Vous serez lié par un accord de non-divulgation et de non-dénigrement en béton. Vous ne prononcerez jamais le nom de ma cliente en public, à la presse ou sur toute plateforme de médias sociaux. Vous n'écrirez pas de livre. Vous ne donnerez pas d'interview. Vous ne ferez pas allusion à elle. Pour le monde, Chloé Reynolds cessera d'exister pour vous. Marjorie a finalement craqué. Elle a laissé échapper un sanglot sec et rauque. On va tout perdre. La maison est déjà en saisie. Le cabinet de Conrad. Il est fini. On n'aura rien. J'ai regardé ma mère, la femme qui m'avait qualifié de défectueuse dans une salle de bal scintillante. C'est le prix de la vérité, ai-je dit. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas de votre maison. Je ne vous prends rien pour moi. Je vous demande simplement de rendre ce que vous avez volé. Vous ne pouvez pas le garder. Conrad, dans un dernier pari pathétique, s'est penché en avant. Ses yeux étaient désespérés. L'enquête met d'avance, les pots de vin. Si on signe, resteras-tu silencieuse? Il essayait toujours de négocier. Il pensait toujours avoir quelque chose à échanger. Dana a simplement tapoté le classeur de preuves, qui était toujours sur la table. Dr Blake, nous avons déjà reçu et respecté un ordre de préservation fédéral pour nos preuves. Cette médiation n'a aucune incidence sur notre obligation légale de répondre à une assignation fédérale. Vous n'avez aucun levier. Vous n'avez rien à échanger. La finalité de cette déclaration s'est abattue sur la pièce comme un linceul. Il n'y avait aucune échappatoire. Il n'y avait aucune négociation. Il n'y avait que le document. Le juge Sterling, qui avait regardé en silence, a pris la parole. C'est un accord de médiation privée contraignant. Si vous le signez, toute cette affaire civile, à la fois votre procès et la contre-poursuite potentielle de Mademoiselle Reynolds, est conclue, sous réserve de ces conditions. Si vous ne le faites pas, il a fait un geste vers le classeur, Madame Consinqued est libre de sortir de cette pièce et de déposer son dossier en audience publique. Le choix vous appartient. Ce n'était pas un choix. C'était une exécution publique ou privée. La main de Marjorie tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Conrad a signé le premier, sa signature autrefois fière et chirurgicale maintenant une ligne frénétique et déchiquetée. Marjorie a suivi, sa signature se dissolvant en une tache illisible. Lilith a été la dernière. Elle a griffonné son nom, son visage maussade et vide, ses yeux fixés sur la table. En repassant le document, j'ai vu Lilith sortir discrètement son téléphone sous la table, son pouce se déplaçant furieusement, balayant et tapotant, supprimant. Elle effaçait les fausses photos de remise de diplôme, les photos de ses débuts,
la preuve numérique de la vie que j'avais payée. C'était un geste mesquin, futile, enfantin. Ça n'avait pas d'importance. Ria avait déjà archivé chaque octet, des copies en cache de toute sa vie numérique sauvegardées en triple sur des serveurs sécurisés. Le juge Sterling a recueilli les copies signées, les tamponnant chacune. Cette médiation est terminée. Je me suis levé. J'ai repoussé ma chaise. Je ne les ai plus regardées. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas offert un seul mot de départ. Je n'avais plus rien à leur dire. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la porte. Dana a rassemblé nos dossiers, prête à suivre. Le médiateur a déverrouillé la lourde porte, et la lumière vive et propre du couloir extérieur a inondé la pièce, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air vicié de la salle de conférence. C'était si brillant que ça m'a fait plisser les yeux. Je suis sorti dans la lumière, sentant l'air pur sur mon visage. Grayson était là, m'attendant au bout du couloir. Il n'était pas entré, sachant que c'était quelque chose que je devais faire moi-même. Il ne s'est pas précipité vers moi. Il a juste attendu. J'ai marché à ses côtés et il m'a pris la main. Sa poignée était chaude et stable. « Tu as enfin utilisé ton diplôme » a-t-il dit, sa voix très basse, juste pour moi. Je l'ai regardé, ne comprenant pas, preuve et dignité, a-t-il précisé en me serrant la main. C'était ça, ton diplôme. Et tu l'as mérité. Un petit sourire a touché mes lèvres. Il avait raison. Nous nous sommes dirigés vers les ascenseurs, laissant la salle de conférence et les 3 personnes brisées à l'intérieur derrière nous. En passant devant le hall principal, j'ai jeté un coup d'œil à un tableau d'affichage numérique listant les locataires de l'immeuble et les affiliations caritatives. En rotation, le logo de la bourse d'études Lumen Grid Pathway est apparu. Le slogan était simple, écrit en texte blanc épuré. Annonce de 5 bourses d'études complètes pour les étudiants de première génération dans les domaines des STEM sans soutien familial. Je me suis arrêté juste une seconde. J'avais construit ça. J'avais financé ça. L'héritage de mes grands-parents, volé et corrompu, était enfin utilisé à sa fin prévue. Dans la poche de ma veste de tailleur, mon téléphone enregistrait toujours l'audio, une habitude que j'avais développée. Je l'ai sorti, j'ai arrêté l'enregistrement et j'ai cliqué sur « Enregistrer ». L'application m'a demandé un nom de fichier. J'ai tapé 3 mots, utiliser, diplôme, mérité. J'ai appuyé sur « Enregistrer » et le fichier s'est verrouillé. Les données sécurisées. J'ai remis le téléphone dans ma poche. La porte du passé était enfin, complètement et irrévocablement verrouillée. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'adorerais savoir d'où vous écoutez, alors s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées.